Merci d'être avec nous. Les événements se bousculent ce soir. Nous les suivons en direct à la fois dans l'affaire Epstein, on y revient tout de suite, et dans le déploiement du deuxième porte-avions au Proche-Orient. Cette fois, c'est une nouvelle décisive. C'est le Wall Street Journal qui le rapporte. Le Pentagone prépare le déploiement du porte-avions, probablement depuis la côte est des États-Unis. Le porte-avions George Bush achève actuellement une série d'exercices. Il est possible que ce soit celui-ci qui est ensuite concerné. Le Wall Street Journal cite des responsables américains, 3 responsables américains, disant que les opérations donc sont en préparation. En tout cas, les États-Unis se tiennent prêts à pouvoir opérer ces éventuels bombardements. On y revient dans un très court instant, mais d'abord les révélations sur l'affaire Epstein, les nouvelles révélations, y compris sur le volet français concernant ce diplomate, Kadi Adoumdouas. Oui, Darius, l'homme qui est cette fois en ligne de mire ce soir, eh bien, c'est un certain Fabrice Haïdan, un diplomate français qui a donc intégré le ministère des Affaires étrangères il y a plus de 20 ans. Son nom, il apparaît dans plus de 200 documents avec des échanges d'emails réguliers avec Jeffrey Epstein de 2010 à 2017. Fabrice Haïdan, en fait, il est soupçonné d'avoir utilisé ses relations diplomatiques pour introduire Epstein dans les hautes sphères. Il lui est également reproché de lui avoir transmis à Epstein des données relevant de l'ONU. Et d'ailleurs, ce soir, par la voix de son avocat, il conteste l'entièreté des accusations qui pèsent contre lui. Le FBI, dit son avocat, a déjà enquêté sans qu'aucune poursuite n'ait jamais été engagée et les investigations en France sont arrivées à la même conclusion. Fin de citation. Alors nous, la période qui nous intéresse, c'est entre 2006 et 2013. C'est la période où Haïdan a été détaché aux Nations Unies, à New York, comme conseiller spécial d'un certain Terje Rød Larsen. Ce diplomate norvégien et son épouse, qui s'appelle Mona Juul, elle aussi est diplomate, vous les voyez donc sur le côté droit de l'écran, eh bien, ils font l'objet d'une enquête en Norvège, écoutez bien, pour corruption, pour complicité de corruption aggravée en raison de liens qu'ils avaient avec Jeffrey Epstein. Pour info, ces deux personnages ont joué un rôle important dans les négociations israélo-palestiniennes qui avaient débouché, souvenez-vous, sur les accords d'Oslo dans les années 80. Et on en sait davantage sur les échanges de bons procédés très concrets entre ces gens. Ah oui, très concret, effectivement, puisque Jeffrey Epstein a mis son appartement de l'avenue Foch, on en a beaucoup parlé ces derniers jours, à disposition d'Haïdan et de Rød Larsen. Ils ont tous les deux bénéficié en fait de nombreux services de sa part. Il y a des échanges de virements qui sont soulevés, $130 000 par exemple de Rød Larsen à Epstein via le fameux Haïdan, $250 000 d'Epstein à Rød Larsen. Et puis en 2013, tout bascule. Le FBI et l'ONU enquêtent sur Haïdan pour soupçon de consultation de sites pédopornographiques via son ordinateur de l'ONU. Une procédure disciplinaire est ensuite engagée en interne au sein de l'ONU. Il démissionne de son poste aux Nations Unies, mais sans être contraint de quitter son poste au ministère des Affaires étrangères. Alors, concernant l'affaire, concrètement, Darius, aucune preuve ne le relie directement au crime sexuel d'Epstein, mais il est soupçonné d'avoir fourni donc des informations diplomatiques, je vous le disais, et un échange de services, et surtout ce fameux réseau. Merci Kadi. Vos premières réactions, notamment d'abord avec vous, Gallagher Fenwick, le poids sur la France, c'est un diplomate qui a pu, y compris, partager supposément des informations. Il y a des mails qui semblent l'indiquer en laissant fuiter des informations, notamment de l'ONU, à des gens qui n'auraient pas dû les avoir. Effectivement, et il faut quand même resituer ça dans un contexte. On est à New York, on est en 2013. L'image de la France a été ternie peu de temps avant par une autre affaire qui n'a rien à voir, en tous les cas pas jusqu'ici avec Jeffrey Epstein, celle de Dominique Strauss-Kahn, qui est arrêté pour soupçonné de faits sordides commis dans un hôtel. Et donc la France, sans doute soucieuse de ce précédent-là, choisit, et Kadi Adoumdouas l'a très bien expliqué, de traiter l'affaire le plus rapidement possible et de faire, j'allais dire, exfiltrer suite à ces faits rapportés la personne que l'on voit à l'écran. Alors moi, ce que j'ai lu, je ne peux pas le vérifier à ce stade, c'est qu'une voiture est mise à sa disposition afin qu'il parte non pas de New York pour ne pas risquer d'arrestation ou une rencontre avec les forces de l'ordre américaines, mais depuis Montréal au Canada, où il aurait, j'emploie le conditionnel, pris un avion pour venir en France, pour revenir, comme l'a très bien expliqué Kadi Adoumdouas, au Quai d'Orsay. Alors disons les choses, Sophia Amarin, il y a un peu d'affolement, parce que c'est quelqu'un qui a eu un parcours assez étonnant. Il a travaillé à la Banque Rothschild, il a travaillé chez Engie, il a continué une carrière, alors après les accusations de consultation de sites pédopornographiques, mais aussi, maintenant qu'on sait tous les liens qu'il avait avec Epstein. Oui, bien sûr. Je rebondis sur ce que disait notre confrère à l'instant. C'est vrai qu'il y a eu cet antécédent. Rappelez-vous, en mai 2011, le 14 ou le 15 mai 2011, ça a été
catastrophique pour l'image de la France, d'autant plus que DSK, Dominique Strauss-Kahn, avait de fortes chances d'accéder à la fonction suprême en France. Et donc, pour en revenir à ce diplomate français, il a été d'abord attrapé la main dans le sac avec la consultation d'images pédopornographiques, et ensuite, ce qui est, j'allais pas dire plus grave, il y a peut-être rien de plus grave que cela, mais tout de même très grave, en tout cas pour le Quai d'Orsay et pour l'image de la France, au-delà de ces violations-là, eh bien, de sortir des informations. Alors surtout, moi j'avais interviewé Terry Rod-Larsen sur l'histoire du conflit israélo-palestinien, et donc il était très influent, et il avait sûrement accès à des documents de première importance dans le cadre des accords de paix israélo-palestiniens. Expliquons bien qui est ce personnage, parce que là on entre vraiment dans la pieuvre Epstein, c'est-à-dire on touche vraiment aux élites européennes. Rod Larsen et Mona Yul, ils étaient regardés tout à l'heure sur ce plateau. Gérard Rault, qui a traité directement l'affaire, disait c'était des légendes. Oui, Rod Larsen, c'est les accords d'Oslo, son épouse Mona Yul. Alors ça se gâte beaucoup avec les révélations maintenant. On apprend qu'ils ont accepté des avantages tout à fait sidérants. On apprend en particulier que Rod Larsen donc utilise l'appartement d'Epstein à New York et à Paris. Et circonstance encore aggravante, là, Epstein laisse sur son testament 10 millions de dollars pour les enfants de ces gens. Ouais, ce qui est fascinant dans Epstein, je prononce comme Einstein ou Frankenstein, désolé, c'est sa capacité à mouiller tout le monde. Ah. Ça, c'est absolument fascinant. Mais là, en particulier, c'est le modèle des gens les plus bien pensants, donneurs de leçons. Mais justement, on sent que c'est une stratégie. Il se protège, en fait, en mouillant tout le monde. Donc, il les achète et il les corrompt. Il les corrompt avec la sexualité et il les achète avec le pognon. Et donc, il pensait que ça allait lui assurer une impunité. Pour beaucoup d'argent. Et je précise, parce qu'il faut être très précis dans ces affaires pas à pas, c'est que dans ce cas particulier, il n'y a pas de preuve qu'il y ait eu de complicité pédocriminelle. En revanche, le soupçon est très grand. C'est des enquêtes notamment de 20 minutes, de Radio France, de Marianne. Le fait qu'il utilise l'appartement d'Epstein à New York, et effectivement, 10 millions de dollars sur son testament, c'est inimaginable. Il y a quand même une histoire de consultation de sites pédopornographiques. Qui est parlé de fraude. Je crois, c'est là. Enfin, je suis pas ni policier ni juge, mais il me semble qu'elle a été prouvée. Oui, Aïdan, mais on parlait de Rod, de ce bonhomme-là. On hallucine. Des gens se disent « Ah mais tiens, je viens de toucher 5 millions d'héritage. La fille de Jack Lang, ce monsieur. Ah bah tiens, je viens de toucher des millions de dollars. » Elle dit qu'elle n'était pas au courant. J'avais rien demandé. C'est simplement dingue. Mais les victimes, vous avez... C'est un système. J'aime bien retourner à la chaussette, que des genres d'affaires, évidemment, il y a l'affaire de pédocriminalité, etc., etc. Je vais me positionner d'un autre côté. C'est une affaire de service de renseignement. Le problème, en fait, Epstein, en fait, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il crée des réseaux de renseignement au profit, à mon avis, des Américains. Et c'est typique. Prendre la haute administration française, c'est archi connu. Les gars, ils arrivent à Roissy à 8h, à 11h, ils sont dit au Quai d'Orsay, où ils ont des rendez-vous, etc. C'est pas très compliqué. Donc le problème, en cas de ces gars-là, c'est qu'en fait, ils sont une forme de compromission, et par l'argent, par les comportements, etc., etc. Et moi, je suis certain, derrière tout ça, Epstein, c'est un recruteur pour les services de renseignement, et c'est lui qui payait. Et on y reviendra, parce qu'il y a l'accusation aux services de renseignement américains, d'autres disent FSB, d'autres disent Mossad, ou tous ensemble, ce qui est possible. C'est possible, bien sûr. Et c'est ça le cœur du problème. Et on voit la partie visible, qui est la partie pédocriminelle, Epstein, etc., parce que c'est l'actualité. Mais derrière, pourquoi? Comment ça se passe? Ce genre de personnage était travaillé au corps, il a sorti des renseignements, et c'est ça le vrai sujet. Et tous les gens qui ont tourné autour de lui, il y a une nébuleuse, mais ce genre de personnage est typiquement le genre de personnage qui intéresse des services de renseignement, que ce soit des Américains, des Russes ou des Français, encore une fois. L'accès aux plus hautes personnalités, avec ce système de piégeage où il construit une sorte de pyramide de Ponzi. Regardez cette image. Il y a Arafat, il y a Clinton, il y a Ehud Barak, l'ancien premier ministre israélien, qui a eu un lien très suivi avec Epstein. Il y a Shimon Peres, et il y a Vladimir Poutine. Là, le monde entier est là. C'était les accords d'Oslo. Un des moments les plus solennels de l'histoire. Et tout au bout, mais au premier rang. Au premier rang, ce Rod Larsen, et qui, alors ça c'était la face lumineuse, si on ose dire. La face moins glorieuse, évidemment, c'est le fait, y compris de se faire donner les mesures de ses pieds pour qu'on lui offre une paire de chaussures griffées. C'est Berluti. Ah, c'est pas Berluti, c'est une autre maison, de toute façon, mais en tout cas, puisqu'on parlait de Berluti, on est loin de Roland Dumas, qui lui n'était pas vertueux, mais qui ne prétendait pas être vertueux. Ces gens-là prétendaient être vertueux, grosse différence. Mais c'est ça qui est aussi fascinant au sens premier, c'est-à-dire à la fois inquiétant et suscitant un intérêt presque obsessionnel.
c'est, vous imaginez le niveau de détail nécessaire. Or, il n'y a pas véritablement une armada autour de Jeffrey Epstein, pardon pour l'emploi de ce terme qui en ce moment a d'autres connotations, qui lui permettrait de mettre tout cela en œuvre. Il y a une espèce de suractivité et qui lui permet de tisser effectivement cette toile et qui est une sorte de bombe à fragmentation à la fois politique, médiatique et juridique, parce que vous le disiez, ce sont des mythes qui sont en train de s'effondrer sous nos yeux. Ce sont des légendes, pour reprendre le terme que vous avez utilisé ou que Monsieur l'ambassadeur Gérard Haro a utilisé, qui sont abîmées, et les œuvres qu'ils étaient censés léguer derrière. Je pense au comité Nobel, je pense... le comité Nobel, il en prend un coup, là, évidemment. Hein. Mais tout cela, si vous voulez, et on est en train d'en sentir les prémices, c'est pour ça qu'on le sent, va avoir des conséquences très concrètes. L'argent d'Epstein, tout à l'heure, Caddy l'expliquait. Revenons à son appartement à Paris, 740 mètres carrés, avenue Foch. Je crois qu'il y a 8 hôtels particuliers qu'il louait en plus dans Paris pour des destinations incertaines. Il y avait des caméras dans beaucoup de ces endroits, il y avait des photos tout à fait suggestives. Les gens devaient quand même comprendre que des choses anormales se produisaient, d'autant plus que quand on fait le rappel du temps, 2008, plaide coupable, condamné à 18 mois de prison. En réalité, tous ceux qui prétendent « je ne savais pas » sont mal pris. C'est qu'ils ne voulaient pas savoir. Il suffisait de consulter les journaux pour savoir. Évidemment, il y a une sorte de tolérance. Tout le monde... il y a une sorte d'aveuglement volontaire, mais parce que il y a un intérêt à s'aveugler. Il y a le pognon, et puis il y a peut-être la jouissance pédocriminelle. Donc les gens, effectivement, disent « oui, bon, voilà, c'est pas grave ». Comprenons bien cette ligne du temps. C'est fou, quand même. Première plainte 2005. Ouais. 2008... plaide coupable et est condamné à 18 mois de prison. Et après ça, par exemple, un certain nombre des gens qu'on va citer continuent évidemment à entretenir avec lui les rapports que l'on verra. La liberté sous contrôle judiciaire, les autres poursuites. 2019, là c'est l'inculpation majeure. Et puis, août 2019, retrouvé mort dans sa cellule. Suicide. En réalité, je pense que 2008 n'est pas nécessairement un bon marqueur. C'est accablant pour les personnes qui le fréquentent après 2008 parce qu'elles peuvent naturellement assez facilement par Internet se renseigner. Mais il ne faut pas oublier qu'ils dépensaient en moyenne $1000 par mois pour ça, se payer les services de nettoyage de réputation sur Internet. Mais à partir de 1996, jusqu'à cette date-là, je veux dire, Jeffrey Epstein, et vous avez décrit le genre d'image, vous avez dit suggestive, c'est pas suggestive. Les images qu'il y avait autour de lui étaient explicites. Et en réalité, après cette condamnation, 18 mois, sentence très très courte, il faut expliquer pourquoi, au vu des faits qui lui sont reprochés, sollicitation de prostituées mineures, Jeffrey Epstein n'a jamais changé de comportement. Et celles et ceux qui avaient autour de lui, le savaient, soit ont participé, soit ont faim de ne pas savoir ou de ne pas comprendre. Mais aujourd'hui, au vu de... Et ce à quoi nous avons accès, nous n'avons pas accès à tout. Ça paraît très difficile de défendre une éventuelle ignorance. Le coup porté à une partie des classes dirigeantes, pas toutes, il faut toujours faire attention de ne pas tout jeter dans le même panier, mais une partie des classes dirigeantes, et parmi les plus imminentes. On parlait tout à l'heure du réseau norvégien, Torbjørn Jagland. Il n'est pas connu du grand public en France, mais c'est un personnage très important. Ancien Premier ministre de Norvège, ancien président du comité Nobel. Donc c'était cet homme pendant toutes les années 2009 à 2015, c'est celui qui disait au monde entier, lui est gentil, lui est méchant, je donne le prix Nobel. Je crois qu'il a récompensé notamment l'Union européenne. C'est un très grand Européen, très engagé. Ancien secrétaire général du Conseil de l'Europe. Il va jusqu'à solliciter une garantie d'Epstein pour l'achat d'un appartement. Je ne sais pas si on voit le niveau de... Voilà. Et avec sa famille, il avait prévu de se rendre sur l'île fameuse d'Epstein. Pour l'institution du prix Nobel, c'est terrifiant. Qui est déjà très abîmée par des récentes nominations, quoi qu'on en pense. Machado, Aung San Suu Kyi, Barack Obama... Ahmed, le président de l'Éthiopie, Abiy Ahmed, pardon. Mais c'est une institution de plus qui était déjà abîmée, qui va l'être encore davantage. Tout cela va nécessiter une véritable refondation. Est-ce qu'on découvre quelque chose? Tout à l'heure sur ce plateau, c'était frappant. Il y avait Gérard Haro et il y avait Pierre Servan. Et en les entendant, tout à coup, ils disaient, encore une fois, pas tous, mais ils disaient, les diplomates,
à les administrateurs, à des journalistes qui acceptent un appartement de la ville de Paris, qui acceptent des biens, qui acceptent toutes sortes de choses, des avantages. Voilà, une garantie pour l'achat d'un appartement. Quand on est un ancien Premier ministre de Norvège, c'est vraiment s'abaisser à un point et demi. Clairement, comme le dit Gallagher, ça va avoir un effet politique. Ouais. Un effet politique. Et ça va évidemment, sans tomber dans le complotisme, ça va évidemment renforcer l'idée du tous pourris, tous les mêmes. Ça, c'est évident, parce que ça touche la droite, ça touche la gauche, ça touche les artistes, ça touche les financiers, ça touche les politiques, ça touche les diplomates. Donc, il va y avoir un effet politique dans tous les pays, la famille royale, donc évidemment, l'effet. On ne sait pas ce qu'il sera, l'effet politique. Ce qu'on sait, c'est qu'il y en aura un. Puisque vous parlez de tous les camps, Clinton, Trump, les deux personnages, les deux actuels présidents, ex-présidents, chacun camp essaye de montrer que c'est plutôt l'autre qui a été le plus souvent en photo avec Epstein, qui est le plus mouillé dans les relations avec Epstein. Alors d'abord, du côté de Clinton, ce sont les images qu'on voit là, il y a énormément d'images. Du côté de Trump, ses défenseurs allèguent le fait que le chef de la police de Miami avait assez tôt dans l'affaire averti. Non, effectivement, et vous imaginez bien que du côté de Donald Trump, on utilise ce coup de fil pour prouver l'innocence du patron. La réalité, c'est que le nom de Donald Trump apparaît énormément dans ces dossiers. Il n'y a absolument aucun, comme on dit en anglais, smoking gun pour le moment. Le nom de Clinton apparaît également, des photos également. Mais à nouveau, nous n'avons que, j'allais dire, presque le début. C'est-à-dire qu'on ne voit que la partie émergée de l'iceberg. Et je le redis, la France ne peut pas faire semblant de découvrir cela, puisqu'à partir de 2020, il y a un document d'entraide demandé par la justice, ou plutôt adressé par la justice française aux homologues américains, dans le cadre d'une enquête sur Jean-Luc Brunel, qui est français, proche d'Epstein, rabatteur, qui s'est donné la mort dans une prison française, et les enquêteurs français qui se rendent dans l'appartement de Jeffrey Epstein saisissent les mails, publient, et c'est de là dont sont en train de sortir notamment pas mal des courriels que nous découvrons. Et les enquêtes commencent. Écoutez Jean-Noël Barrot ce matin qui disait sa stupéfaction et disait qu'une enquête va être ouverte. Cette fuite de mails par centaines de milliers, par millions, est effarante. Et elle soulève des soupçons très sérieux, très graves. Des soupçons de violences sexuelles à l'encontre de femmes et de jeunes filles, des soupçons de malversation financière et des soupçons également de tentatives d'influence et peut-être d'interférence avec la vie politique de pays européens et peut-être même la vie politique française. Voilà. Serrons de plus près le sujet. La personne qui maintenant, peut-être la seule personne qui connaît tout, ou presque tout, pas forcément tout. Rappelez-vous Madoff qui cachait à ses propres enfants l'étendue de ces malversations, mais là c'est encore plus immense et varié hélas. Quand on voit ici cette personne, Ghislaine Maxwell, française. Elle est française. Entre autres. Et elle détient vraiment la plupart des secrets. Mais elle parle pas. Et elle a conditionné le fait de parler. D'abord, c'est le 5e amendement, donc elle a le droit de pas parler. Et elle a conditionné le fait de parler au fait qu'elle bénéficie d'une grâce signée d'emblée par Trump. Donc je suis pas sûr que Trump va se mouiller dans l'histoire et la libère. Je pense qu'ils vont essayer d'extraire d'elle en la faisant, je sais pas, avec des mécaniques plus chimiques, qui vont essayer d'avoir de l'information. Ça, c'est ce que je pense. Ça veut dire quoi, des mécaniques plus chimiques? Globalement, vous la torturez pas évidemment, mais vous faites 3-4 cachets et puis les gens racontent leur vie. C'est pas très compliqué, une forme de drogue. Alors après, la législation américaine est comme relativement stricte, mais j'imagine que la pauvre... C'est rendre de vérité. La pauvre, tant qu'elle est encore vivante, parce que, rappelons-nous, Epstein, on l'a retrouvé quand même suicidé, à genoux. Oui, les caméras ne fonctionnaient pas comme par hasard ce jour-là seulement. Et puis les gens étaient en vacances, et il se passait rien. Ça, c'est dramatique. Il a été tué d'après vous? Écoutez, on le trouve à genoux sur son lit, penché vers l'avant. La pendaison, c'est un choc incroyable. Faut casser la colonne vertébrale, ou bien c'est par étouffement. Mais le problème, il faut qu'il y ait un vrai choc. Le choc n'a pas eu lieu. Le médecin légiste est celui qui a pratiqué une autopsie sur JFK. Et lui exclut. Avec le petit os là. Exactement. Lui dit cette blessure-là ne correspond pas à une pendaison. C'est pas possible. Mais au-delà de ça, juste pour répondre à votre question, en effet, une ancienne victime a elle-même reconnu. Elle a dit « Je sentais bien que j'étais un objet et que je servais à dealer entre les hommes puissants et Epstein. »
J'étais un objet de deal. Et Ghislaine Maxwell, la demande qu'elle fait, elle est plus précise que ça. Elle dit, moi, je peux affranchir ou exonérer Donald Trump et Bill Clinton, seul moi je le peux, et si je reçois une grâce présidentielle, alors je livrerai ces vérités qui, je la cite, exonéreront ou affranchiront, disculperont. On y reviendra dans quelques instants avec d'autres informations et avec le concours d'une consoeur qui a enquêté très précisément sur cette affaire. Et puis aussi, on se rendra à Washington puisque l'autre développement majeur de la soirée, on le suit en direct, c'est le déploiement d'un second groupe. Voilà, Sonia Dridi est prête à tout de suite, Sonia. Un second groupe aéronaval décidé par le président des États-Unis. C'est le Wall Street Journal qui en fait état. À tout de suite. Merci d'être avec nous, avec nos invités éditorialistes, spécialistes, Père de Jong, Rina Bassiste, Jean-Dominique Bercher, Michel Polaco qui nous a rejoint, grand spécialiste de l'aviation avec une cravate avec des avions dessus, évidemment. Sophia Amara, merci beaucoup. Gallagher Fenwick, merci beaucoup. Cette nouvelle d'abord majeure, cette fois-ci, c'est une annonce presque officielle. C'est le Wall Street Journal qui le rapporte. On peut dire que c'est à peu près officiel. Le déploiement du deuxième porte-avions au Proche-Orient. Nous sommes en direct avec vous. Sonia Dridi, qu'est-ce qu'on sait à cette heure sur ce que rapporte le Wall Street Journal? Alors, selon le Wall Street Journal, le Pentagone a ordonné un deuxième groupe aéronaval de se tenir prêt pour un déploiement au Moyen-Orient. L'ordre des déploiements n'a pas encore été donné par Donald Trump, mais selon plusieurs officiels qui se sont confiés au Wall Street Journal, eh bien, il pourrait l'être dans les prochaines heures. Le Pentagone se prépare donc au déploiement d'un second porte-avions. A priori, ce serait le porte-avions Bush qui termine en ce moment des exercices militaires au large de la Virginie, donc au large de la côte est des États-Unis. Un déploiement qui est prévu dans 2 semaines, mais qui, selon plusieurs sources, donc d'après le Wall Street Journal, pourrait être accéléré. Merci beaucoup Sonia. On vous retrouve un peu plus tard dans l'émission. On apprend vraiment beaucoup de choses. D'abord le fait que cette fois la décision d'envoi est prise. C'est le Wall Street Journal, c'est très sérieux. Alors, la fuite est toujours intéressée. Souvent dans la presse américaine, c'est de la fausse naïveté. Ça sort au bon moment. Quoi qu'il en soit, on sait même le nom du porte-avions, vraisemblablement le Bush. Michel Polaco, qu'est-ce qu'on en sait? On sait que c'est un des 11 porte-avions à propulsion nucléaire que possèdent les États-Unis. C'est un des plus récents qui appartient à la classe Nimitz, mais la sous-classe Reagan, c'est-à-dire c'est vraiment des porte-avions modernes. Évidemment, il va arriver avec son groupe aéronaval. Il est basé à Norfolk, en Virginie. Il a à peu près les capacités, les dimensions du Lincoln qui est sur place. Souvent, ça vous explique d'anciens présidents, pas tous. Pas tous. Voilà. Sur les 11, il doit y avoir un sénateur, il doit y avoir un ancien amiral qui a été un grand défenseur de la flotte américaine. Et petite parenthèse sur les symboles, c'est bien George Bush le père. Le père, c'est George Bush le fils. Vu le succès de la guerre d'Irak, ça aurait été son symbole le plus compliqué. Vous pouvez pas savoir. Ça peut être décidé très tardivement. Oui. Comme il va y avoir d'autres porte-avions derrière de la classe Ford, vous pouvez pas savoir. Mais enfin bon. C'est possible. Et deuxièmement, vous voyez, cette annonce, si vraiment elle est confirmée, ça montre bien quand même que les Américains prennent leur temps, qu'ils sont en train de mettre en place un dispositif, qu'on est dans un processus qui ressemble à un processus qu'on a connu en 1990-91, où il a fallu 6 mois pour mettre en place les moyens nécessaires pour les opérations envisagées. Donc je crois que c'est très intéressant sur le plan stratégique. Regardez le marine traffic, les collègues en régie ont repéré là. C'est très intéressant de voir à quel point on a cette fois une nouvelle position, parce que souvent ils coupent le transpondeur. Donc on a une position au 26 janvier, bon ça ne pouvait pas dire grand-chose. Et là, celle-là, moi j'ai de très mauvais yeux, donc... Quand est-ce que il y a 12 heures seulement, donc ça c'est sa position. Il y a 12 heures, donc on voit qu'il est quand même assez loin du théâtre d'opération, Pierre de Jong, pour l'instant. Alors évidemment, mais ce bateau en fait fonctionne à 30 nœuds, donc 60 km/h. C'est beaucoup, c'est des avions extrêmement rapides. Deuxième point, il n'est pas tout seul. C'est un groupe aéronaval. Autour de lui, il y a des destroyers, il y a au moins un sous-marin nucléaire d'attaque. Il y a évidemment un bateau ravitailleur. Donc ça, c'est une armada qui se déplace. Au passage, le Lincoln arrivé de San Diego, lui, il arrive de la côte est. En fait, il arrive de Norfolk. En fait, qu'est-ce qui va se passer? Il y a déjà un premier groupe qui est arrivé par l'Asie tranquillement. En fait, c'est la montée en pression. Vous savez, c'est comment dire, c'est les Espagnols c'est la pendaison des Espagnols. C'est par cliquet. Oui, le supplice du garrot. Et là, on est exactement sur ce modèle-là. On sent le garrot. Il est très branché condamnation en général, l'étranglement et garrot. C'est vous qui m'inspirez, Darius, probablement. Merci
beaucoup. Non, mais que vous me cherchez là. Bon, je la retire. Et donc, bilan, on sent l'opération de communication progressive. Le transpondeur n'est pas coupé. Tout ça, où il va aller où? Parce qu'il a 2 itinéraires, ce groupement aéronaval. Soit, il a le temps, il va renforcer le premier groupe aéronaval en mer d'Oman, ou en fait, océan Indien en mer d'Oman, au sud. Enfin, un gros paquet. J'y crois pas du tout. Par contre, parce que je pense, c'est qu'il va aller en Méditerranée, et il va rester en Méditerranée. Donc, il y aura 2 groupes aéronavals, un groupe en Méditerranée, parce que la distance à partir de Chypre, c'est quoi? C'est 1200, 1300 km pour aller en Iran. Alors qu'en mer d'Oman, vous avez quand même 2000, 2500 km pour y aller. Il n'y a jamais de hasard dans le timing. Tout ça survient alors que le Premier ministre israélien Netanyahou est à la Maison-Blanche. On sait que Israël pousse, on ne fait pas mystère, pousse pour une opération rapide. Vous êtes avec nous, Olivier Rafovitz, vous êtes ancien porte-parole de l'armée israélienne. Bonsoir. Bonsoir, Darius. Quand vous voyez les images du Bush, quand vous voyez la position du Bush, quand vous voyez ce que dit ce soir le président Trump, ou ce qui est rapporté en tout cas par le Wall Street Journal, est-ce que pour vous, il est écrit que l'opération est en train? Non, ce qui est écrit, c'est que l'Iran reste une menace extrêmement importante, pas seulement pour Israël, mais pour le monde. Une menace due à un régime qui a assassiné... entre le 8 et le 9, entre autres, janvier 2026, plus de 50 000 personnes dans des manifestations qui ont été réprimées par ce régime. Ce régime, comme vous le savez, veut toujours la destruction totale de l'État d'Israël. Il court à la bombe atomique. Il posséderait plusieurs milliers de missiles balistiques qui peuvent toucher la région Israël, mais bien au-delà, même l'Europe. Même Olivier Rafovitz, pardon, toujours... on va voir les images, quand on voit les images de Benjamin Netanyahou en ce moment à la Maison-Blanche, est-ce que vous souhaitez, comme Israélien, est-ce que vous souhaitez que Trump bombarde le régime? Nous, ce que nous souhaitons, c'est que la menace iranienne cesse, que ce régime, qui est la base du problème, cesse d'exister, et que l'Iran retrouve la liberté pour les Iraniens qui ont souffert, qui souffrent, et qui attendent, je crois, la libération. Restez avec nous, s'il vous plaît. Rina Bassis, vous êtes avec nous aussi, journaliste israélienne. On voit les images de Netanyahou tout à l'heure. Il a été reçu par Rubio, le secrétaire d'État. Évidemment, il est un personnage. Est-ce qu'il est une sorte de conseiller de Trump ou est-ce que personne ne conseille Trump? Non, je ne crois pas qu'il est conseiller. Il vient en campagne. C'est ce qu'il essaie de faire. D'abord, je ne crois pas qu'il a demandé de façon explicite, s'il vous plaît, monsieur le président américain, bombarde l'Iran. Et pourquoi pas, même si peut-être il le souhaite, probablement il le souhaite, et parce qu'il sait qu'au sein de la partie républicaine, il y a aussi pas mal de voix qui sont contre. Tous les leaders de mouvement de MAGA, Make America Great Again, ils ne sont pas forcément pour une telle action militaire. Donc Netanyahou doit faire attention. Mais rappelez-le, Netanyahou a tué, il a fait tuer Haniyeh, il a fait tuer Nasrallah, il a fait blesser, mutiler, mais ça, c'était 2000 et quelques. Israël. C'était pas les Israéliens qui ont incité les Américains à aller lancer une guerre. On sait comment ça va commencer, mais pas comment ça va terminer. Donc d'abord, il fait attention à ça, même s'il le souhaite. Donc il y a une sorte de manœuvre diplomatique là-bas. Mais bien sûr, il insiste sur le côté des négociations. Qui est ce soir le parti de la guerre? Il y a un parti de la guerre, un parti de l'intervention qui pousse à la guerre alors? Benjamin Netanyahou, je pense, mais Rina Bassis l'a très bien dit, c'est plus compliqué au sein de cette administration, parce que si Donald Trump y va, il sera accusé de s'être simplement calé dans la roue de Benjamin Netanyahou. S'il n'y va pas, alors il y aura des rumeurs sur une rupture, un dissensus entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump. C'est la 6e fois que Benjamin Netanyahou se déplace à Washington. On peut penser ce qu'on veut de lui, et je crois que j'étais assez explicite sur ce plateau à ce sujet. Mais c'est quelqu'un de très habile, qui comprend sans doute très bien la psychologie de Donald Trump, et qui est en train de chercher, par le biais d'une négociation avec le président des États-Unis, une manière de parvenir à ses fins. Alors dites-nous, allez, mettez-vous un peu dans la tête de Netanyahou. Je sais que ce ne sera pas forcément votre plus favorable. Je peux me mettre dans sa tête. En termes d'analyse, qu'est-ce qu'il peut dire à Trump pour le pousser à frapper, en tout cas le nucléaire? Ça, c'est sûr qu'il le veut, et peut-être le régime. Il peut lui dire... Et balistique aussi. Voilà. Et il peut lui dire, de manière diplomatique, pour pas le brusquer, que en juin, ils n'ont pas fini le travail. Maintenant, la preuve est faite. Mais il avait dit qu'il avait fini. Parce que on sait qu'il y a toujours des capacités
balistique très importante sans doute, et puis qui reste une partie du programme nucléaire. Donc il peut lui dire, bon, on s'est arrêté, mais vous posez la question qui est le parti de la guerre. Le parti de la guerre, aujourd'hui, c'est l'opposition iranienne qui souhaiterait sans doute une intervention américaine pour déstabiliser. Mais restons à ce que Netanyahou dit à vous. Vous dites, oui. Il lui dit. Je suis pas sûr que vous soyez fort en psychologie trumpienne parce que lui dire vous n'avez pas fini le travail, ça c'est pas bon. Oui, c'est ce que je disais. Il lui dira de manière diplomatique. Il lui fera comprendre que ce serait bien d'affirmer sa vraie puissance, la paix par la force. Voilà. Mais il faut dans la paix par la force, il y a la force. Voilà. Et peut-être que vous aurez un prix Nobel. Il faut toujours alors ça. maintenant, avec ce qu'on apprend sur le comité Nobel, c'est pas sûr. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, c'est compromettant. Non, en réalité, il sait qu'il y a, même dans l'entourage de Trump, et notamment de J.D. Vance, un parti qui est anti-guerre. Mais ce qu'il va dire au président, ce qu'il a dit au président, d'après tous les experts qui étaient sur place et tous les collègues qui ont suivi ça là-bas à Washington, c'est que, en fait, il va lui dire, vous savez, votre prédécesseur, en tout cas Obama, il a fait un dumb deal, c'est-à-dire un deal qui va pas. Regardez, Sophia Amara, elle connaît la psychologie de Donald Trump. Biden est nul. Est-ce que ça devrait m'inquiéter et du coup, là, vous allez en faire un qui est encore mieux, n'est-ce pas? Mais pour le faire encore mieux, il faut que vous incluiez le balistique. Et Monsieur le Président, ce qu'il devrait lui dire ou ce qu'il lui aurait dit, c'est sachez que le balistique aujourd'hui, pour atteindre Israël, les missiles de portée à 1500, ça peut atteindre Israël. Pourquoi l'Iran demande à 3000? Est-ce qu'elle veut atteindre l'Europe? Est-ce que les missiles iraniens veulent atteindre l'Europe, puisque la portée des missiles iraniens peuvent bientôt atteindre le territoire européen? Parlons-en justement, les missiles, puisqu'effectivement c'est l'argument massu de Netanyahou, alors peut-être dans le secret de leur conversation, mais de manière tout à fait publique, ça a été rapporté par CNN. Israël prétend que l'Iran peut avoir jusqu'à 2000 missiles en quelques semaines. Et regardez de quelle façon à Téhéran on met tout ça en scène. Ils sont fiers. C'était l'anniversaire de la révolution islamique. Et l'Iran a fait une sorte de mise en scène du régime, d'agite-propre du régime, avec des démonstrations de missiles, parfois des vrais missiles, parfois apparemment une espèce de missiles en carton, mais en tout cas pour dire, voilà, nous avons ce qu'il faut pour frapper. En fait, le problème déjà, en juin 2025, on savait que les Iraniens avaient 2000 missiles. Ils en ont perdu à peu près 500, donc les chiffres sont connus. Donc maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'ils auraient réussi, en fait, à compléter cette gamme de missiles et en fabriquer 500 de plus. Donc ça, c'est un effort qui est louable, d'autant qu'aujourd'hui, la situation de l'Iran n'est pas formidable. Donc c'est vrai qu'ils ont reconstitué un stock de missiles. Le problème, encore une fois, c'est pas des missiles qui sont, je dirais, fabuleux. Ils sont pas extrêmement précis, etc. Ils ont besoin de systèmes de guidage. Le problème qu'ils ont, c'est qu'ils ont un système de rampe enterrée. C'est que le problème, c'est qu'ils en ont beaucoup, mais on sait pas où ils sont. Alors, bien sûr, les satellites vont identifier toute une série de rampes, mais les 3/4 des rampes, c'est des rampes qui sont enterrées. Donc c'est comme le Hamas à Gaza. Ça s'ouvre, le camion sort, il tire 3 missiles et il rentre. Donc il y a un problème de dilution, de ces missiles. Et là, encore une fois, c'est extrêmement dissuasif. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la vraie question, elle est là. En plus, très concrètement, il menace l'ensemble du Moyen-Orient, et j'imagine que les partenaires des Américains, entre autres l'Arabie Saoudite, ils sonnent la cloche en disant qu'est-ce qui se passe, attention, il faut nous protéger. On voit que les Américains aujourd'hui mettent en place un maximum de matériel de protection entier. Vous êtes toujours avec nous, Olivier Rapovitch, je précise, vous êtes ancien porte-parole de l'armée israélienne, aujourd'hui vous êtes libéré de vos fonctions, vous êtes libre de parole. À quel point est crédible cette information selon laquelle les Iraniens pourraient avoir 2000, ça paraît énorme, 2000 missiles supplémentaires en quelques semaines? D'ailleurs, d'abord, je voudrais vous dire qu'il me semble qu'il y a une sorte de sous-estimation de la menace iranienne. Pour ce qui est du parti de la guerre, c'est l'Iran. L'Iran, depuis des années, arme ses proxys, fait la guerre via les Houthis à l'Arabie Saoudite, à Israël. Elle l'a fait aussi au Yémen contre les Houthis. Le Hamas, le Hezbollah, n'oublions pas que ces guerres lointaines sont le résultat de l'Iran. Maintenant, pour ce qui est de l'arsenal iranien aujourd'hui, il est effectivement de production iranienne locale. On a également vu leur production importante de drones qui aujourd'hui frappent l'Ukraine, qui ont été vendus aux Russes, et les Russes attaquent l'Ukraine avec des drones iraniens, ne l'oublions pas. Il y a également une technologie nord-coréenne et chinoise. Et depuis maintenant quelques mois, nous voyons de plus en plus une proximité
et militaire et politique entre la Chine et l'Iran. D'ailleurs, hier, l'attaché militaire chinois a présenté aux gardiens de la Révolution une maquette d'un chasseur bombardier de 5e génération en maquette, mais qui veut lancer ici un message. Quelque part, la Chine est avec l'Iran. Mais pardon, quels sont les moyens de frapper, maintenant, de détruire ces missiles? Si le danger est si grand, est-ce que vous, Israéliens, est-ce que le Mossad, par exemple, a des officiers sur le terrain de la République islamique qui peut dire, voilà, on va frapper des sites de missiles là et là et là? À la différence d'autres pays qui regardent l'Iran de loin, nous sommes face à une menace existentielle. Et il est clair, ce n'est plus un secret, que Israël a pris depuis des années les moyens nécessaires de toute forme pour faire face à cette menace, pour connaître les menaces et pour les frapper. Ça veut dire quoi de toute forme? Vous avez beaucoup d'agents sur place? Humaine et électronique? De toute forme. Michel Polaco. Bah oui, il ne peut pas vous le dire, mais évidemment, c'est renseignements d'origine humaine, renseignements d'origine électronique, ça veut dire que c'est des gens infiltrés, puis ça veut dire aussi que c'est des moyens de captation. Et qu'ils ont, pardon ? Spatial aussi. Oui, spatial, etc. Je veux dire, spatial, espace, haute altitude, moyenne altitude, etc. Donc les Iraniens, bien sûr, ont des bases de missiles qui sont parfois mobiles aussi. Ils ont pas mal de missiles mobiles. Il y a une chose que quand même je voulais préciser, c'est que n'oubliez jamais que c'est une puissance spatiale. C'est donc un pays qui a été capable de mettre des satellites en orbite. C'est donc un pays qui est capable de lancer des missiles à 12 000 kilomètres. Comme les Américains, comme les Russes, comme les Français, comme les Britanniques, etc. Donc ça veut dire que peut-être ils seront pas capables de mettre une arme nucléaire au bout. Ça, c'est possible. Mais en revanche, rien ne dit qu'ils seront capables d'aller toucher une ville, pourquoi pas une capitale, jusqu'à 5, 6, 7 ou 8 000 kilomètres. C'est tout à fait envisageable. Décrivez-nous, s'il vous plaît, il n'y a pas que le danger la campagne américaine. S'il y a une campagne américaine de grande envergure, parce qu'on parle de ça, s'il faut détruire tous les sites de missiles, c'est pas 1 ou 2 sites nucléaires, c'est vraiment tous les sites de missiles, et il y en a peut-être partout dans la République islamique. Comment se fait cette campagne à cette ampleur-là? Alors, d'abord, il faut des renseignements de très grande qualité, et ça, il faut beaucoup de temps. Comme le dit M. Polaco, par la force des choses, il faut des moyens terrestres, des moyens humains, des satellites, etc. Donc il faut identifier les cibles, ça s'appelle le ciblage. Le ciblage, c'est une partie qui est essentielle dans la planification. À partir de là, moi j'ai une théorie. Alors, après, il y a différentes théories. La première, c'est de dire on envoie 2 B2, comme ils ont fait au mois de juin, on bombarde 2-3 sites importants et on espère que ça soit bien passé et que l'adversaire potentiel dit. Mais ces missiles, j'imagine, ils sont répandus partout sur le territoire. Il y en a partout. Donc bilan. Alors, je veux dire, c'est qu'on peut avoir un effet de force avec un B2. On détruit quelque chose et donc psychologiquement, les Iraniens disent pouce. Moi, j'y crois pas. Par contre, le problème, c'est que l'armada qui se met aujourd'hui en place, une armada qui est incroyable. Il faut savoir que le Bush qui va arriver, il a la même capacité aérienne que le Lincoln. Donc, en gros, deux fois 90 avions. Les Israéliens, on le dit pas, mais ils ont dit avant-hier qu'ils allaient eux-mêmes, si les Américains n'y allaient pas, ils iraient eux-mêmes régler le problème. En gros, ils ont 250 à 300 avions. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une armada très importante. Donc, avec ce genre avec cette quantité de moyens, plus les B2 qui peuvent déboucher de n'importe quand, à n'importe quel moment, il y a un effet de souffle qui est possible. Le problème, ça ne pourra pas, comme ils vont pas mettre un seul soldat sur le sol, il faut trouver une solution où ça s'arrête tout de suite. Parce que si ça continue, je veux dire, si la peinture du Bush ou du Lincoln est rayée, je pense que les Américains pourraient avoir un problème. Cette vague de bombardement, on parle de cette hypothèse-là. Cette fois, on ne parle pas du bombardement unique ou très ciblé, on parle d'une vague de bombardement sur plein de sites de missiles. Alors, oui, donc il y a des sites fixes, ce qui est relativement facile, et puis il y a les batteries mobiles. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Les Américains en ont l'expérience, parce que pendant la première guerre du Golfe, en 1991, Saddam Hussein avait des batteries mobiles, et les Américains et les Britanniques ont envoyé des équipes de forces spéciales pour les trouver. Ils ont eu beaucoup de mal à les trouver. Alors aujourd'hui, les moyens de détection sont bien supérieurs, mais c'est quand même pas une partie de plaisir, parce que un camion, 2 ou 3 camions, parce que en fait, ça nécessite quand même un peu de qu'on planque dans un garage qui va en plein milieu d'une ville, qu'on met sur la place du marché, qu'on tire le missile et au milieu de la population, parce que ce sont comme des choses comme ça qui se pratiquent. Quand vous tirez pas. Bref, c'est compliqué. Donc, mais effectivement, ça demande une domination aérienne absolue. Mais ça, on peut à peu près imaginer qu'il l'est. Ça demande aussi des moyens au sol, des gens au sol. Et on avait vu au mois de juin que les Israéliens n'avaient pas manqué d'introduire des équipes. Donc, on peut imaginer quelque chose du même ordre.
Oui, justement. En fait, pour éliminer ce programme de missiles, on a plusieurs moyens parce qu'il y a les missiles même. Et donc, les dépôts de missiles. Après, il y a les lanceurs. On a vu qu'Israël a frappé énormément de lanceurs. Non seulement les dépôts de missiles, la fois passée quand il y avait la guerre de 2 jours. Il y a aussi les fuels. Si c'est liquide, et peut-être même des non-liquides solides. A priori, les Iraniens, ils ont aussi ça. Et dernièrement, bien sûr, les gens qui tirent et aussi tous les gens autour. On a vu, par exemple, au Liban, au sud du Liban, que c'était vraiment les gens du village qui savaient, bien sûr, ils savaient où les missiles s'étaient nés. Donc, on sait qu'il y a plusieurs, chefs des agences de sécurité israéliennes qui se sont rendus ces dernières semaines à Washington, si c'est les chefs des renseignements militaires, si c'est le chef de Mossad, et même le chef de Tzahal lui-même. Tous ces gens-là, ils sont arrivés à Washington avec justement des renseignements sur ça pour discuter avec les collègues au Pentagone ce genre de la connaissance du terrain de l'Iran, puisque c'est répandu dans tout le territoire. Regardez ces images, le Flight Radar qui révèle tous les déplacements de ce drone Triton MQ-4C. Là, on entre vraiment, oh là là, il y a un spécialiste là. Je suis sûr que vous êtes le spécialiste mondial du drone Triton. J'ai écrit un livre sur les drones, il y a 10 ans, 12 ans. Bien sûr. Et ce drone dont on parle, en fait, c'est un petit frère du Global Hawk, qui est le drone le plus gros et qui a la plus grande allonge américain, qui a à peu près la taille d'un Boeing 737, qui a démontré qu'il était capable d'aller depuis la côte ouest des États-Unis jusqu'en Australie, à Perth, qui est un drone haute altitude, HALE, haute altitude, longue endurance, qui peut voler pendant plus de 24 heures. Et donc celui-là, il est utilisé par la marine. C'est une version donc marine qui est fait pour faire de la surveillance marine avec des capteurs, des senseurs qui sont véritablement faits pour. Donc c'est-à-dire ce qu'on voit dessous, là, sous le ventre de ce Triton, qu'est-ce que c'est ? C'est des capteurs. Vous avez plein de capteurs sur un drone. C'est pas un drone de combat. C'est pas un drone qui est fait pour faire du combat. Ce sont des capteurs. Vous avez des radars. Vous avez des capteurs Doppler. Vous avez des capteurs infrarouges. Enfin, vraiment, vous avez un bel équipement. Et c'est fait pour surveiller tous les mouvements sur les côtes iraniennes, en fait. C'est essentiellement sur les côtes iraniennes que ça va être utilisé. Vous voyez, c'est un monoréacteur, évidemment non habité. Ils en ont très peu, les Américains. Tout ça est fascinant. Il y a un côté catalogue. Moi, je me rappelle pendant la guerre d'Irak, un général américain m'avait dit, on montre tout ça parce que là, les Russes se disent aussi, voilà tout ce qu'on aurait pris sur la figure faut pas tout montrer. La Troisième Guerre mondiale. Et là, il y a quelque chose de ça. Les Chinois, en regardant ça, doivent se dire, voilà ce qu'est la puissance américaine aujourd'hui. Je pense que les Américains, quand ils ont vu le dernier défilé chinois sur la place rouge, se sont fait exactement la même réaction. Et notamment, il y avait des scènes de Donald Trump furieux dans sa télévision. D'abord parce qu'il n'était pas invité. Et ensuite parce que effectivement, ces prédateurs ne sont pas en reste non plus en matière d'équipement. Maintenant, ce qui est intéressant avec cette séquence, 2 choses. C'est fait pour voir, mais là, c'est manifestement également fait pour être vu. Donc, il y a du signalement. C'est pas très discret, ça, comme engin. Oui. C'est vraiment pas stealth. Et donc, les États-Unis sont dans un grand moment de signalement, et d'ailleurs, l'information du Wall Street Journal y participe très largement, consiste à dire, attention, on va déplacer un 2e porte-avions, pendant que s'organise de manière concomitante un grand ballet diplomatique du côté des Américains et des Israéliens à Washington DC. Larijani, envoyé spécial des Iraniens, il était à Mascat, à Oman, il sera tout à l'heure ou demain à Doha au Qatar. Et donc tout cela se poursuit avec évidemment cette immense épée de Damoclès qui continue de peser au-dessus de la tête de la région. Il y a un point très important qu'on n'a pas cité du tout parce qu'on n'a parlé que de l'armée de l'air, que de l'aviation. Alors donc là c'est la partie renseignement, une partie aviation. Faut pas oublier. Là, c'est la marine, hein. C'est la marine. Faut pas oublier qu'un destroyer c'est quoi ? C'est 90 lanceurs verticaux, qui veut dire qu'actuellement il y en a 7 sur le terrain. En gros, ils ont une capacité de lancer 600 Tomahawk en une seule vague. Ce qui veut dire qu'ils en font une deuxième, 1200. Donc la capacité des Tomahawk est bien supérieure aux avions. Les avions vont être sur un truc très précis, sur des centres de commandement, etc. Alors que les Tomahawk, ils vont faire le sale boulot. Et c'est moins cher, si j'ai bien compris. Ça vaut 800 000 euros, quoi. Surtout, ça permet de pas perdre d'or. Tout est relatif. Ouais. Ça vaut 800 000 euros à peu près. Donc c'est un des moins chers par rapport à l'Aster qui vaut 2 millions, etc. C'est un des missiles les moins chers. Sans dit, les Américains en ont énormément. Et là, je ne parle que de la partie des cuirassiers. Donc ils ont 90 lanceurs. Alors, ils peuvent lancer évidemment
évidemment, ils peuvent lancer également des missiles antiaériens, ils peuvent lancer des torpilles, mais supposons qu'ils décident de lancer que des Tomahawks. Vous allez avoir des vagues, et on l'a vu pendant la guerre en Irak, vous avez des vagues, et donc tout ça, ça va être rasé en même temps. La première nuit libyenne, ils ont lancé 150 Tomahawks sur la Libye. En fait, ça a été à peu près leur seule participation aux opérations en Libye. Mais c'est vrai que 150 Tomahawks d'un coup, et si vous vous souvenez, en Irak, la première nuit de Bagdad, c'est pareil, ils avaient lancé 150 ou 200 Tomahawks. Le 17 janvier à minuit. Voilà, ça a été un truc faramineux. Ça, c'est un scénario. C'est un scénario qui est possible, et encore une fois, le Tomahawk, ça ratisse assez large. Or, il y a quand même des choses très précises à faire. Donc, à mon avis, pour l'instant, il faut mettre en place un certain nombre de gens pour faire, comme le disait le colonel, du ciblage très précis sur des cibles très importantes. Et ensuite, il sera possible d'utiliser tous les moyens qui sont en train de se mettre en place et qui ne sont pas encore en place. Regardez les images des Israéliens dans la nuit en juin, les services du Mossad qui avaient eux-mêmes produit, parce qu'évidemment ça fait partie aussi de leur stratégie de communication, ils avaient produit en juin ces images d'agents du Mossad quelque part dans les déserts d'Iran pour dire nous sommes sur le terrain. Rina Bassist, vous êtes journaliste israélienne, d'après vous, quel est l'ordre de grandeur du nombre d'officiers du Mossad? Tout à l'heure, Olivier Raffovic était discret. Question piège. Nom, prénom, numéro de téléphone. Question piège. Vous avez la liste dans votre téléphone. Mais je vais dire quand même quel ordre de grandeur? Quel ordre de grandeur d'après vous? Ah, mais je ne sais pas. Je ne veux pas. Non, c'est vraiment pas quelque chose qu'on peut discuter. On parle de 10 hommes ou on parle plutôt de quoi? Des centaines. Plus que ça. Et il y a aussi la question de combien de gens travaillent pour le Mossad. C'est pas tellement les agents des Mossad sur place, parce que ça, il y a une limite. On peut s'imaginer quand même, parce que il faut qu'ils parlent les farsis, il faut qu'ils se mélangent avec la population, mais le nombre de gens qui travaillent pour eux, ça c'est la question. Il y a des gens très spécialisés. Moi, je me rappelle avoir connu ces gens qui c'était l'unité de la cerise, ces agents israéliens qui parlaient parfaitement arabe, qui allaient dans les territoires palestiniens. Et il y a beaucoup d'agents du Mossad qui parlent un farsi parfait. Oui, absolument. Il y a aussi une communauté iranienne et juive en Israël très importante, avec des gens qui ont aussi fait la campagne quand il y avait par exemple les manifestations pour les femmes en Israël qui étaient très très vocales sur cette question. Mais il y a une différence quand même entre ce que Israël peut faire et ce que les Iraniens peuvent faire et ce que les Américains peuvent faire. Les Israéliens, c'est pas avec des missiles, il faut envoyer quand même des avions. C'est pas évident. Pour les Américains, il faut être précis. Les Iraniens, même s'ils ne sont pas précis, Israël est tellement petit, là où ils vont frapper, ça va causer des dégâts. Sur le renseignement ? Oui, non, sur le renseignement, concernant la communauté juive, c'est pas une condition. Il y a une communauté juive iranienne très importante en Iran, qui est au Parlement et qui n'est pas nécessairement recruté par le Mossad. Non, au contraire, c'est des gens qui sont trop soupçonnables. Voilà, exactement. En fait, ils ont peur. De le dire ici, on les mettrait peut-être pas, j'allais dire en danger, mais enfin, non, c'est pas là-bas qu'il faut regarder. Et puis c'est pas non plus des Iraniens qui auraient appris le farsi. Et c'est des Iraniens normaux, nonobstant quelle que soit leur identité culturelle ou leur appartenance religieuse, qui en ont marre de ce régime et qui se sont laissés embaucher par le Mossad tout en étant iraniens et en maîtrisant la langue du pays, en connaissant les lieux et en étant capables d'apporter des informations de qualité à l'agence israélienne. Pour celles et ceux qui nous rejoignent maintenant, il faut préciser les informations très importantes qui sont en cours et qui nourrissent nos informations ce soir. D'abord, on va retrouver le général Jean-Paul Paloméros. Vous êtes avec nous, mon général. Merci beaucoup, à la fois comme pour les hautes responsabilités, bonsoir, que vous avez eues, et comme pilote, selon toutes les informations que nous recevons, et en particulier le Wall Street Journal. Le Pentagone prépare le déploiement d'un porte-avions supplémentaire. On parle bien maintenant d'un porte-avions supplémentaire, d'un groupe aéronaval complet. Ce serait le porte-avions George Bush. Dites-nous un mot de ça, vous qui avez tellement volé sur ce que représente un doublement de la puissance de feu des porte-avions américains et de ce qu'ils portent. Ça assure une continuité dans les frappes. C'est-à-dire que vous avez un seul porte-avions, il y a évidemment le rythme de décollage, d'appontage, et là vous doublez tout simplement la capacité. Donc ça va vous permettre de mettre peut-être un porte-avions en avant, l'autre un peu plus en retrait,
et de diversifier aussi vos axes d'approche, ce qui va brouiller complètement la défense aérienne iranienne. Non, c'est une capacité très forte, et sans oublier tout ce qui est déployé à Diego Garcia, qui devient vraiment un vrai centre de gravité dans l'océan Indien. Et on y reviendra dans quelques instants. Et avec vous, Jean-Paul Paloméros, on fera un peu de simulation, si vous le voulez bien. À quoi peut ressembler, vous qui avez volé, vous avez combien d'heures, Jean-Paul Paloméros, à votre actif de vol? 3500. Ah, c'est pas mal, 3500. Ça commence à être sérieux. Voilà. Non, sur un seul réacteur. Comment? Sur un seul réacteur. Ah oui. Voilà, on est très impressionnés sur ce plateau. Vous nous expliquerez tout à l'heure comment la campagne peut réellement se mener. On va passer aussi par Washington avec vous, Sonia Dridi. Si on ramasse toutes ces petites informations qui filtrent dans la presse, à l'heure où nous parlons, qu'est-ce qu'on sait ? Alors, il y a donc cette information du Wall Street Journal que le Pentagone a demandé à un deuxième groupe aéronaval de se tenir prêt pour un éventuel déploiement au Moyen-Orient. Donald Trump n'a toujours pas donné l'ordre de ce déploiement, mais selon des officiels qui se sont confiés au Wall Street Journal, eh bien cela pourrait se faire dans les prochaines heures. On parle donc du porte-avions Bush, qui est donc le nom de George Bush père, parce que il est situé, il est en ce moment en train de terminer des exercices militaires au large de la côte est, donc au large de la Virginie, et il a donc une position qui serait la plus cohérente pour pouvoir envoyer ce porte-avions, qui est aussi connu pour intégrer des technologies avancées. Donc c'est en effet une possibilité. Et puis je vous rappelle que il y a peu de temps, eh bien Donald Trump a lui écrit sur son réseau X, sur son réseau Truth Social, excusez-moi, qu'il avait fait passer le message au Premier ministre israélien qui est venu ici tout à l'heure, qu'il continuait la voie de tenter de discuter avec les Iraniens, de tenter d'obtenir un accord, et que c'était sa préférence. Merci beaucoup, Sonia Dridi. Dans quelques instants, on entendra aussi le vice-président américain. C'est une toute dernière information. Il s'est confié dans Air Force 2 et dit-il, nous nous concentrons en ce moment sur le fait que l'Iran n'aura pas d'armes nucléaires. Ça semble accréditer ce que vous disiez, Père de Jong, c'est-à-dire l'usage privilégié des B-2, sans doute pour des bombardements sur le nucléaire. Restons un instant sur ce deuxième porte-avions Bush. Alors, la localisation pour l'instant est très lointaine. Pourquoi faire appel à celui-là plutôt qu'un autre ? Parce que Donald Trump, qui a un esprit à mon sens un peu, obsolète, pense que la simple accumulation d'acier et d'hommes et de femmes en uniforme va lui permettre de mettre suffisamment de pression dans la négociation pour ne pas avoir à l'employer, et que par peur, les Iraniens vont céder sur le nucléaire, peut-être sur le balistique et sur les proxys, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que si les Américains mettent cela en œuvre, c'est que justement cette pression n'aura pas fonctionné. Que ce régime se sera dit, en fait, entre ce que vous nous demandez sur le papier et ce que vous mettez en face, on préfère ce que vous mettez en face. Ça va peut-être faire mal, ça va peut-être durer un certain temps, mais ça, c'est moins risqué, votre Lincoln, votre Bush, vos aéronefs, etc., qu'accepter ce que vous nous demandez sur le papier. Effectivement. Et je pense que l'Iran a remporté un round aujourd'hui, après le départ de Benjamin Netanyahou. Parce que tout comme aux États-Unis, il y a des gens qui sont contre la guerre, tout comme Netanyahou aurait souhaité convaincre, parce que c'est bien beau de dire qu'il est arrivé là-bas, qu'il n'en est pas imposé. Il a envoyé le patron de la CIA, puis le patron du Mossad, puis le chef des renseignements militaires, puis lui-même il est allé 5 ou 6 fois, puis le chef d'état-major, puis le chef des armées. Et Trump, non, il a dit on va arriver... envisageons toutes les hypothèses. Oui. Il y a la vôtre et celle de Gallagher. Il y a quand même l'autre que les Iraniens sous-estiment, la force américaine. Rappelez-vous, Saddam Hussein qui avait dit même pas peur, ça a quand même mal fini pour lui, au bout d'une corde. Kadhafi qui avait dit même pas peur, ça a mal fini pour lui. Mourir, les talibans. Les talibans qui avaient dit même pas peur, ils ont quand même fini. Darius, si vous permettez, Darius, ça n'a pas mal fini pour eux. Pour eux, ils préfèrent mourir comme ça plutôt que de se faire dicter. Et ce qu'ont dit les Iraniens de leur côté, ils ont dit on a joué sur la corde sensible pour Donald Trump, on lui a dit mais finalement Make America Great Again, MAGA, eh bien, qu'est-ce qui gouverne l'Amérique ? Est-ce que c'est Israël ou c'est vous ?
Alors, vous voulez des négociations? Allons-y, on va vous prouver qu'on en est capable. Si c'est le blocage total, Général Palomero, s'il vous plaît, on va vous aider sur ce plateau. Tous nos regards se tournent vers vous, qui avez l'expérience. Si demain, dans 10 jours ou dans 1 heure, Trump ordonne cette vague de grande envergure que lui permet ce dispositif, comment ça se passe, vous, du point de vue d'un pilote? Quel est le plan, disons, si on veut frapper, non pas un point, mais peut-être des dizaines de points ou des centaines de points où se trouvent des missiles iraniens? La première phase, maintenant, elle est bien connue, c'est la suppression des défenses aériennes ennemies. Là, Trump a absolument tous les outils. Il a, à partir de Diego Garcia, j'insiste sur ce point parce que Diego Garcia est devenu vraiment une plaque tournante stratégique pour les Américains, qui les positionne non seulement vis-à-vis de l'Iran, mais de la Chine, on pourra en reparler, et des détroits. Mais donc, suppression des défenses aériennes ennemies. Il y en a beaucoup qui ont été détruites par la guerre, durant la guerre des 12 jours, puisque l'armée de l'air israélienne avait fait ce boulot. Donc ça sera à la fois du B-52, puis ensuite les F-18 des porte-avions. Et puis après, s'attaquer aux cibles durcies. Mais là, ça va être compliqué, parce que la première fois, ça n'avait pas marché. Certes, les bombes font 14 tonnes, celles qui sont emmenées par les B-2, c'est leur mission principale d'ailleurs, qui sont furtifs, donc eux ils peuvent pénétrer dans la couverture radar sans être vraiment détectés, et ils larguent donc ces bombes qui font 14 tonnes, mais qui pénètrent à peu près à 60 mètres de béton. Ça ne suffira pas forcément pour aller dénicher, par exemple à Ispahan ou sur des nouveaux sites, la bombe nucléaire, contrairement le nucléaire. Général, on reviendra sur les sites, mais qu'on comprenne bien dans la position du pilote. Vous avez volé sur quel théâtre d'opération, disons, de guerre ou de tension majeure? En Afrique, en Afghanistan, au Moyen-Orient, et puis en Bosnie. Est-ce qu'on vit, même l'aviation française comme l'aviation américaine est très puissante, même quand on a la supériorité apparemment pour soi, est-ce qu'on vit dans la peur du missile ou du contre-feu ennemi? Ça, on l'a vu dans les différents conflits. De toute façon, personne n'est à l'abri de rien, y compris les systèmes d'armes les plus sophistiqués. On a vu ça au Kosovo, on a vu ça ailleurs. Donc, oui, mais là, ce que sont en train de monter les Américains, c'est un dispositif complet. Ils essayent évidemment de limiter la casse. Maintenant, la question, c'est la réaction iranienne, les missiles balistiques. Tout le dispositif qu'a Diego Garcia ne risque rien parce qu'il est loin. Et donc, ça, c'est quand même un avantage pour Trump. Il peut faire voler ses super forteresses à partir de là. Les porte-avions, il faut les protéger, évidemment. Il faut faire attention. Des essaims de drones, des essaims de drones maritimes, tout ça est possible du côté du détroit d'Ormuz. Et c'est pour ça que les groupes aéronavals sont tenus un peu plus à distance. En général, vous restez avec nous. Vous parlez de Diego Garcia. Vos commentaires aussi sur ce plateau, puisqu'on a reçu des images satellites de Diego Garcia. Et comme le dit le général Palomero, visiblement, c'est un point névralgique. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de la lecture de cette image? Mettez vos lunettes. Ne soyez pas coquets. Non, mais vous le renseignez, ça tombe très bien. Donc le Poséidon, c'est un avion de renseignement. Donc c'est un avion qui peut voler pendant des heures et des heures. C'est un peu le complément du drone qu'évoquait. Une AWACS marine. Exactement. C'est la partie. Donc c'est ce que en France on en a également. C'est pas ce modèle-là, mais on en a besoin. Ça vole pendant quasiment une journée, 24 heures. C'est énorme. Ensuite dessous, vous avez le K-735, sont des avions ravitailleurs. Donc c'est des grandes citernes, c'est un Boeing qui décolle, les avions s'accrochent derrière. Pourquoi ils font ça? Parce que dès lors que vous allez avoir une Noria, parce que, un exemple, un avion de chasse qui va décoller à une portée utile de 1100, 1200 km, il va décoller s'il décolle du porte-avions. Ils vont faire au moins 1000 km pour rejoindre le site. Ils vont rester au moins un certain temps pour tirer et revenir. Donc capacité au moins 2500 km, ça veut dire qu'il y a au moins 2 ravitaillements. Donc tout ça, c'est un système extrêmement élaboré, dans lequel vous avez une espèce de balle, pendant lequel les avions, ils viennent se ravitailler les uns après les autres. Et puis l'autre, c'est intéressant, parce que les C-130, en fait, ils servent pas à grand-chose. En fait, c'est une brouette, mais je pense que c'est des avions des forces spéciales, parce que les C-130, c'est une espèce c'est un gros avion de transport quadri-réacteur, de quadri-moteur, de l'armée américaine, et que les Français en avaient acheté, mais ils ont une gamme absolument incroyable de C-130 différents. Ils ont les C-130 canons, des C-130 pour les forces spéciales, pour en fait avec des moyens d'identification des obstacles, etc., des moyens radio. Donc ils ont une gamme qu'ils mettent en place, et c'est que le début, je pense, parce que Diego Garcia, vous n'avez pas de troupes affectées, vous n'avez pas d'avions affectés. Par contre, c'est un énorme garage, c'est une zone d'attente dans laquelle ils vont empiler, parce que ça, les Américains sont les rois de ça. Tout ce qu'ils ont,
ils vont le mettre là. C'est le grand show aérien de l'année. C'est le Bourget local. Et à partir de là, le commandement, le Centcom, etc., va décider toute une série d'opérations et ils vont piocher dans la brouette. Oui, les Américains possèdent plus de 600 ravitailleurs en vol. Vous voyez, nous, on en a 14. 600 ? Oui, nous, on en a 14. Alors, d'un autre côté, nous, on a des avions modernes. On a des Airbus A330 Phoenix, alors que les Américains ont des vieux Boeing 707, KC-135. Tous les nôtres, on les a bazardés. Mais quand vous voyez ces images de Diego Garcia, en fait, on voit pas grand-chose pour l'instant. Très honnêtement, 4 ou 6 C-135, enfin KC-135, par rapport aux 600 qu'ils ont, si vous voulez, s'ils montent des opérations, il va y en avoir partout. Tout autour, à Abu Dhabi, à Bahreïn, en Arabie Saoudite, etc., en Turquie, vous inquiétez pas, il va y en avoir partout. Donc là, si vous voulez, on voit qu'un petit bout. Effectivement, comme le dit le colonel, on voit des Hercules qui sont des avions ravitaillables en vol, et qui sont effectivement peuvent être affectés à des missions très diverses. Bon, les Poséidon, très intéressant, parce que on va surveiller la mer, parce que les Iraniens ont des capacités maritimes. Mais Diego Garcia, ça va être qu'un bout, et effectivement, c'est plutôt l'endroit d'où partiront les gros appareils. Les B1, les B2, les B52. Voilà. Question affreusement triviale, c'est une question trumpienne, je dirais. Est-ce qu'il y a un retour sur investissement quand on voit un empire qui dépense une telle quantité, parce que tout ça, ce sont des... oui, quel est le retour sur investissement ? Vous vous rendez compte que ça fait 70 ans qu'ils investissent dans des moyens faramineux et que ces moyens ne servent presque jamais. Je dirais que depuis 91, la guerre du Golfe, jamais ils ont sorti toute la panoplie. C'est aussi une arme. Ils peuvent aussi l'utiliser comme le bâton pour menacer. C'est une des options. On n'est pas sûr. Il a Donald Trump. Et quel retour sur investissement, c'est ça la question. S'il obtient ce qu'il veut, c'est-à-dire si les Iraniens à un moment cèdent, il aura gagné sans tirer le moindre coup de feu. Et s'il tire des coups de feu et qu'il gagne, il aura quand même gagné. Voilà. Donc de toute façon, il vaut mieux être puissant que faible. Question. D'abord, on parle d'un moment, j'allais dire, d'exposition de cette puissance, les modèles, les différents, les bâtiments, les aéronefs, etc. Ce que c'est censé vous obtenir, Darius, c'est de l'influence. Voilà. C'est une capacité, justement, à dominer de manière incontestable. Et surtout cette région. Oui, mais là, est-ce que ça marche véritablement ? Et est-ce que vous imaginez, parce que vous posez une bonne question, si ça ne marche pas, les conséquences catastrophiques pour la dissuasion conventionnelle des États-Unis. Si avec tout ce bazar, pour reprendre un terme qui a été employé, vous n'arrivez pas à convaincre un régime vieillissant, mortifère, malsain, de plier sur une thématique sur laquelle il avait déjà donné un accord en 2015. Si vous obtenez moins bien ou rien, il y a un sérieux souci. Si ça ne marche pas par la pression, il y aura la guerre. Oui. Et donc ça n'aura pas marché. Alors ça on verra. Donc la pression n'aura pas marché. Non, mais elle peut très bien ça marcher. Il y aura la guerre. C'est de la dissuasion conventionnelle. Donc il y aura la guerre. Père de Young. Mais par la force des choses, là je rejoins Jean-Dominique, évidemment, s'ils utilisent ces moyens, c'est une manière de dire, j'ai un peu perdu la guerre, mais en même temps, s'ils rasent le système, c'est qu'il n'y a plus un missile, et que la possibilité du nucléaire iranien est décalée au calendrier grec ou à la prochaine préhistoire, ils auront gagné, de toute façon. Il y a deux partis sur ce plateau. À ma droite, plutôt les pro-américains, à ma gauche, plutôt les anti-américains. Non. Vous vous dites de toute façon à la fin ils gagnent. Parce qu'ils ne peuvent pas accepter. Le monde ne peut pas accepter que le nucléaire iranien se développe. C'est pas possible. Donc quelle est la solution ? Au final, elle sera que militaire. Je vois pas. Mais ils gagnent à la fin. Ah bah oui, ils gagnent toujours à la fin. Mais non. Ils ont tous leurs clients. Ils ont tous leurs clients autour. Non, ils sont pas obligés de gagner. Mais tout ce matériel est déployé à des fins de contrainte et de dissuasion. Oui, ça, s'ils finissent par devoir l'employer, c'est que ces deux objectifs recherchés n'ont pas été atteints. Et donc vous aurez l'emploi de la force avec toutes les incertitudes que cela suscite. Mais les armées conventionnelles sont faites pour servir. Attendez, vous êtes passionné, c'est très bien, je suis passionné avec vous, mais si on repasse toujours par le côté ultra technique, parce que ça nous aide. Vous êtes toujours avec nous, Jean-Paul Paloméros. Votre avis là-dessus et sur les images qu'on reçoit de Diego Garcia? Vous savez, moi, je ne fais pas de philosophie en la matière. Ils ont les moyens de frapper et c'est assez considérable. On ne se rend pas compte de ce que c'est que l'association des B2 qui sont furtifs, qui pénètrent dans la profondeur des B-52. Vous savez que le B-52, il est en train d'être rénové et ça sera sans doute la première flotte dans le monde de cette qualité-là et avec ses compétences en quelque sorte, qui va atteindre 100 ans peut-être. Et ça reste toujours un armement hyper efficace. Donc,
oui, bien sûr qu'ils investissent beaucoup dans leur défense. D'abord, ces investissements dans la défense américaine, ils retombent sur toute l'économie américaine. Ça, c'est un modèle que les Allemands sont en train de regarder. Je ferme la parenthèse. Mais moi, je serais à la place des Iraniens, j'aurais quand même une certaine crainte. Ils se disent peut-être, comme nous, un peu autour de votre plateau, ouais, mais c'est vrai que Trump, c'est pas un guerrier, il veut pas aller faire la guerre. Mais peut-être qu'il va nous détromper. Et là, quand il la fera peut-être très durement, parce que son orgueil sera blessé. Et puis qu'il ne peut pas, et quelqu'un l'a dit, il ne peut pas laisser la puissance militaire américaine mise en doute, parce que derrière, il y a la Chine, parce que derrière, c'est les vrais conflits. Et ça se passera toujours, d'ailleurs, à partir de l'océan Indien. C'est intéressant. Pour celles et ceux qui nous rejoignent maintenant, je rappelle ces principales informations majeures que nous recevons ce soir. C'est la décision du président des États-Unis d'Amérique d'envoyer le deuxième groupe aéronaval. On a sous les yeux ces images du Lincoln et d'un autre porte-avions. Deuxième groupe aéronaval, c'est le Wall Street Journal qui le rapporte. Le déploiement du deuxième porte-avions marquerait la première fois en près d'un an que 2 porte-avions seraient présents dans la région. La décision est prise, disent-ils, et les militaires sont en train de présenter au président des États-Unis les possibilités. Il se prépare à une éventuelle frappe contre l'Iran, rapporte le Wall Street Journal, citant 3 responsables américains. Vous avez une grande expérience de la presse américaine, Gallagher-Fenwick. Il n'y a jamais de hasard. Quand il y a une fuite, c'est toujours aussi qu'ils veulent qu'il y ait une fuite en général. Oui, bon, alors on a un Pentagone en ce moment qui fonctionne par rapport à la presse de manière générale même, de manière très, j'allais dire, originale. Vous vouliez dire bordélique, ouais. Différente. Regardez comme il est poli, Gallagher-Fenwick. Non, et pro-américain. Mais il a pas ça américain. Donc ça par contre la fuite c'est un grand classique. Donc on est dans le champ informationnel, le champ psychologique, c'est du signalement qui sert à accroître la pression. Moi, je dirais, si vous voulez, et je crois que c'est comme ça que je comprends ce que publie le Wall Street Journal, qu'un ordre de préparation a été donné. De là à ce qu'il fasse tourner des hélices en direction du détroit d'Ormuz ou du golfe Persique, on va voir. Mais si c'est le cas, effectivement, Donald Trump, quelque part, se condamne non seulement à une obligation de résultat, mais un résultat qui doit nécessairement être proportionnel aux moyens qui sont investis. Et plus vous déplacez d'hommes et de matériel, plus il va falloir expliquer ce que vous avez obtenu en retour. Et la barre, et ça a été dit, elle est au niveau JCPOA, cet horrible acronyme qui servait à désigner l'accord sur le nucléaire iranien auquel était parvenue l'administration Obama, qui avait négocié entre 2013 et 2015 à Vienne sous l'autorité de l'AIEA. Et regardez, ça continue, ce déploiement qui est... Alors on l'a vu, il y a les avions, il y a le drone Triton, une de vos spécialités, de vos amours, chacun les siennes. Et puis il y a même un sous-marin. Regardez, on est toujours à Diego Garcia. Comment ? Il n'y en a pas qu'un. Ben, bien sûr. Il y en a un paquet. Alors dites-nous ça, décrivez-nous ça. Si vous voulez, de toute façon, si le George Bush y va rejoindre par le nord, Méditerranée, ou par le sud, dans l'océan Indien, les moyens qui sont mis en place. Bon, avec chaque groupe aéronaval, vous avez une trentaine de bâtiments. Anti-sous-marins, anti-aériens, lance-missiles, pour ravitailler les avions du porte-avions, puisque le porte-avions, lui, est complètement autonome, pour ravitailler les autres bâtiments qui ont besoin de fuel, de kérosène, etc. Et vous avez évidemment plusieurs sous-marins nucléaires. Qu'est-ce qu'on voit à l'image exactement ? Et des sous-marins nucléaires lanceurs de missiles. Qu'est-ce qu'on voit ? Parce que, pardon, d'un œil non exercé... ça, c'est un sous-marin. Oui, voilà, d'accord, ça, il n'y a pas de doute. D'un œil non exercé, on dirait un œil... Il est assez long. Comment un sous-marin ? T'es sûr ça ? Oui, moi je crois effectivement que ça peut être un sous-marin. Un sous-marin qu'ils avaient tiré les 30 missiles Tomahawk sur le site d'Ispahan en juin 2025. C'est une manière, les Iraniens le savent, c'est de notoriété publique, de faire à nouveau... Pas ensemble. Non, c'est une manière de faire à nouveau planer cette menace, puisque c'est ce bâtiment-là, alors je ne sais pas si c'est celui-ci spécifiquement, mais c'est depuis un bâtiment comparable que les Américains, on l'oublie, avaient tiré les 30 missiles Tomahawk qui avaient touché le site nucléaire d'Ispahan, tandis que les B-2 avaient ciblé Fordo et Natanz. Regardez, écoutez ce soir Vance, le vice-président des États-Unis. Alors, c'est peut-être pas lui, il n'est pas au cœur de l'équipe, mais enfin, quand même, il est au premier rang des informations. Et il dit, la priorité des bombardements auxquels on va assister, s'ils ont lieu, c'est le nucléaire. Ouais.
Si le peuple iranien veut renverser le régime, qu'il le fasse. C'est sur quoi nous nous concentrons actuellement. C'est le fait que l'Iran ne peut pas posséder l'arme nucléaire. C'est une des priorités du président Trump, encore plus que lors de son premier mandat. Voilà, et on arrive au B2, les chers B2 de Trump dans tout ce déploiement qui est en train de s'augmenter, c'est la nouvelle de la soirée. Quel sera le rôle des B2 ? Ce sont des avions furtifs, donc on l'avait expliqué lors de la séquence en juin dernier, c'est la pénétration de l'espace aérien iranien qui avait été à l'époque dominé, maîtrisé assez rapidement par les Israéliens, afin d'aller bombarder des sites stratégiques. À l'époque, ils avaient largué les fameuses GBU-57 qui sont les plus grandes bombes conventionnelles au monde. Et rappelez-vous, il y avait un peu cette mythification de cet effort au travers de ce trajet 36 heures aller-retour qui avait été amplement raconté avec une certaine gourmandise par le président des États-Unis qui en profitait pour dire on est les seuls à avoir ça. Alors on laissera les spécialistes. L'image est parlante par rapport à ça. Vous êtes avec nous toujours, général Paloméros. Voilà, ça c'est l'image générée par intelligence artificielle. Attardons-nous sur cette image parce que quand on la voit, alors c'est avec l'usage de la bombe pénétrante, la GBU, général, on comprend en voyant ça que c'est vraiment l'arme fétiche de Trump. Oui, mais je l'ai expliqué tout à l'heure, et une fois de plus, et je l'avais dit d'ailleurs après les frappes de la guerre des 12 jours, ce n'est pas même cette bombe-là, armée par le B2, qui a été conçue pour ça. Hein. C'est la furtivité et la puissance. Et eh bien, ça n'a pas suffi, et maintenant c'est démontré. Il y a eu des témoignages devant le Congrès du chef d'état-major des armées américaines pour dire on n'a pas frappé à Ispahan en profondeur parce que on ne pouvait pas, parce qu'on n'atteignait pas. Donc, le résultat de tout ça, c'est que pour toucher au nucléaire iranien, il va falloir toucher à tout ce qui contribue au nucléaire. Et c'est une vaste chaîne. Ça a déjà été fait en partie pendant la guerre des 12 jours. Mais évidemment, on peut pourrir en quelque sorte l'environnement de ces sites, ceux qu'on connaît, parce qu'on en a découvert en cours de route, hein, mine de rien. Mais aller frapper au cœur du dispositif, je pense que ça ne sera pas possible. De toute façon, c'est peut-être pas un but non plus d'aller frapper l'uranium enrichi. On ne sait pas ce qui pourrait se passer. Merci beaucoup, Général. Est-ce qu'on peut dire, quoi qu'il arrive, que le B2 sera utilisé par Trump ? On a l'impression que beaucoup de choses sont incertaines. Ça, c'est presque magique. C'est l'arme magique parce que c'est l'arme qui pénètre n'importe où. C'est le seul avion. Il va survoler l'Iran. Personne en Iran le verra. Et donc, il pourra lâcher un peu ce qui... Alors, ils en ont pas 150 000, les avions. Il a été conçu pour ça, en fait. Il a été conçu pour ça à la fin de la guerre froide. C'est une idée. Il devait pénétrer en Union soviétique pour traquer les missiles sol-sol balistiques russes, soviétiques. Il était fait pour ça. Donc, c'est son job. Et personne ne sait mieux faire ça que lui, en fait, parce que il est furtif, il transporte énormément d'armement et il peut faire des frappes extrêmement précises. C'est le rêve ultime de la puissance. Ça veut dire que les États-Unis d'Amérique, théoriquement, peuvent, à n'importe quel moment, avec une surprise totale, détruire un gouvernement étranger, un point étranger, théoriquement. Pas un gouvernement, un site, ce qui n'est pas la même chose. Mais parfois, pas la même chose. Parfois, les gouvernements sont dans un site. Mais si vous détruisez le gouvernement, il ne faut pas détruire la ville dans laquelle il se trouve. Vous savez, donc c'est pas si facile. N'oubliez pas quand même qu'il s'est écoulé 7 mois depuis le mois de juin, et que dans ces 7 mois, on a appris beaucoup de choses sur ce qui avait été fait au mois de juin et sur ce qui n'avait pas été fait au mois de juin. Et donc ces 6 mois ont permis d'avoir des enseignements, et on verra plus tard s'il y avait encore des choses à détruire et lesquelles vont être détruites. Mais bien sûr, mais je veux dire, théoriquement, je ne dis pas que les États-Unis vont faire, mais théoriquement, si demain ils voulaient par exemple détruire, en sachant qu'il est dans son palais, Kim Jong-un, mettons qu'ils considèrent que c'est une menace majeure, avec cet appareil, ils peuvent aller frapper Kim Jong-un sans que personne ne le sache. Où est Kim Jong-un au moment où l'avion est au-dessus? C'est ça la question. Voilà. Oui. Mais toute la question, c'est de savoir où est Kim Jong-un au moment où l'avion est au-dessus. C'est ça le truc intéressant. C'est ça. C'est qu'une question de renseignement, en fait. S'il y a le renseignement, oui. Mais il ne lance pas de missile. C'est qu'en fait, il n'est pas à portée à longue distance de l'objectif. Il doit aller impérativement au-dessus. C'est un bombardier. Il faut qu'il soit au-dessus et que sa bombe tombe par gravité. Par gravité. Et gravité doit tomber sur l'objectif. Alors, elle précise, c'est secret, confidentiel, mais il ne peut pas tirer loin. Il faut qu'il aille au-dessus. Donc, sa capacité de pénétration doit être totale. Il n'est pas question qu'avec des missiles, anti-aériens le détruisent. Donc, c'est ça le secret de cet avion. Donc, on lui prépare la route. Voilà. Vous venez de faire une très belle séquence de publicité pour
pour le B2. l'arme atomique. Non, pas pour le B2, puisque les Américains ne menacent pas Kim Jong-un. Kim Jong-un mériterait très largement d'être puni pour ce qu'il fait subir. Exactement. Il a l'arme atomique. Donc il ne risque rien. Exactement. C'est pour ça que j'ai fait une publicité pour l'arme atomique. C'est exactement pour l'autre chose en réponse à votre question. Qu'est-ce que les Américains peuvent faire sur ce territoire ? Israël a bombardé sans relâche pendant 3 ans la bande de Gaza qui fait 350 km². Le Hamas est toujours là. Le territoire iranien, c'est à peu près 5000 fois la bande de Gaza. Donc vous pouvez envoyer toute la flotte de B2 avec les stratotankers, faire partir tous les Tomahawks qu'ils aient, etc. Quelle finalité et quelle tragédie. Parce qu'il faut que ce régime paye pour ce qu'il a fait subir à son peuple. Mais attention à bien réfléchir à la manière dont nous, la communauté internationale, si tant est que ce terme veuille encore dire quelque chose, faisons cela et veillons à cela. Oui, ce B2, évidemment que c'est un appareil exceptionnel, mais ça va dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure. Pour arriver à quoi ? Pour parvenir à quel objectif ? Ils ont bombardé en juin dernier. Malheureusement, au bout d'un certain temps, on a réalisé que l'arsenal est toujours là. Les missiles balistiques, oui, les missiles balistiques sont là. Mais on n'a pas bombardé les missiles balistiques. Non, on n'a pas attaqué les sites de missiles balistiques. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que l'arme de dissuasion qu'est censée constituer l'armada qui a été massée en mer en face de l'Iran, si elle ne donne rien, ils vont devoir frapper. Or, disiez-vous tout à l'heure, s'ils frappent et qu'ils y arrivent, donc de toute manière, ça veut dire qu'ils auront réussi. Mais quid de masser l'armada, que ça ne dissuade pas les Iraniens, et qu'en frappant l'Iran, aucun des résultats, c'est pour ça que les Américains prennent leur temps. ne soit atteint que l'un. Et le pire, vous avez entendu J.D. Vance dire ce soir, si les Iraniens veulent se libérer, eh bien qu'ils y aillent. Voilà. Donc, à la base, ce qui a changé la donne et fait vouloir intervenir la communauté, en la personne de Trump, eh bien, c'était quand même des massacres de population. Nous sommes d'accord. Eh bien, cet objectif-là. C'était l'habillage. C'était l'habillage. Mais ça a été le détonateur, en tout cas. On va arriver dans un instant aux révélations sur l'affaire Epstein. Il y a de nouvelles révélations ce soir. Un mot encore sur ce déploiement américain, puisqu'il y a d'autres images qui en témoignent. Et là, peut-être, Michel Polaco, votre regard très particulièrement, ce sont ces images sur la base d'Al-Oudéid, je crois qu'on est au Qatar, et on voit les patriotes notamment sur les camions. Ouais. Moi j'en ai vu de près souvent des patriotes, c'est une batterie de patriotes, c'est pas gigantesque, et par contre c'est quand même extrêmement efficace puisque c'est quasiment les seuls missiles aujourd'hui disponibles qui permettent d'intercepter des missiles balistiques courte, moyenne, voire longue portée. Donc c'est quand même très utile. Et c'est pour ça que les Américains en ont donné aux Israéliens, en ont déployé dans tout le Golfe, parce que s'ils montent une opération en Iran, il est bien évident qu'ils doivent garantir à leurs alliés du Golfe, qui, ne l'oublions pas, sont leurs clients. N'oubliez pas que tous les pays du Golfe achètent des armes, des bâtiments, des avions américains. Donc ils sont obligés de leur garantir leur sécurité. Et donc, bien évidemment, ils déploient des batteries de missiles patriotes pour intercepter les armes éventuelles que les Iraniens pourront lancer. Les révélations explosives ce soir concernent l'affaire Epstein et ses développements en France, avec le sort de ce diplomate proche d'Epstein, qui a beaucoup correspondu avec lui. On va voir de quelle façon les découvertes sont vertigineuses pour la France et pour beaucoup de dirigeants, la classe dirigeante européenne. Arrêtons-nous à Fabrice Haidan, c'est son nom. En 2013, le FBI avait averti le secrétariat général de l'ONU du fait qu'il avait consulté des sites pédophiles pornographiques. Et un homme qui souvent sur notre plateau était témoin de première importance, puisque Gérard Haro à l'époque était ambassadeur de France à l'ONU, à New York. Écoutez ce qu'il disait tout à l'heure sur notre plateau. J'ai convoqué naturellement Fabrice Haidan pour lui dire ce qui arrivait. Qu'est-ce qu'il vous a répondu ? Il a toujours été un peu étrange, dans une sorte de déni de la gravité des faits. Il m'a pas dit qu'il reconnaissait, il m'a dit je n'ai rien fait d'illégal, je comprends pas. Il était vraiment c'est un personnage un peu, je dirais un peu paumé, Et donc je lui ai dit vous rentrez. Il est parti à Paris et c'est Paris qui s'est occupé, qui en tout cas devait s'occuper de cette personne.
Arrêtons-nous donc sur ce personnage qui est maintenant central, Fabrice Haïdan. Et il faut préciser, pour être complet d'emblée, que par la voix de son avocat, il conteste les faits allégués contre lui, mais les quelques enseignements qu'on a à Gallagher-Fenwick, aidez-nous à les résumer, notamment... Il y a la possible transmission de documents auxquels il avait accès de par ses fonctions au sein de la mission française à l'ONU et ses fonctions successives, à peut-être des puissances étrangères par le biais de Jeffrey Epstein, en plus de la consultation donc de ces images pédopornographiques, qui fait que le FBI, dans le cadre en fait d'une investigation sur un réseau pédophile, signale aux autorités françaises le fait qu'il soit concerné au premier chef. C'est intéressant ce qu'expliquait monsieur l'ambassadeur Gérard Haraud, parce que ce qu'il dit, c'est que lui, en tant que représentant de la France, quelque part, transmet l'intéressé et le dossier au Quai d'Orsay, et ensuite, ça n'est plus à lui, charge aux autorités françaises, donc ici sur le territoire, de prendre cela en charge, et on voit que ce qui suit, c'est pas exactement, lumineux, ou ça ne va pas forcément dans le sens de la recherche d'une justice ou d'une élucidation de tous les soupçons qui sont en train de faire surface, et que nie par le biais de son avocat ce monsieur Haïdan. Vous nous avez rejoint, Cynthia Ilouz, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes notre consoeur, vous avez enquêté très précisément sur cette affaire. Aidez-nous aussi à reconstituer l'enchaînement des faits. Donc, le FBI avertit le secrétariat général de l'ONU que ce diplomate français a consulté des sites pédophiles pornographiques. Gérard Haraud le convoque et, dit-il, il le renvoie au Quai d'Orsay, à Paris, en avertissant le Quai d'Orsay et en proposant un suivi psychologique. On peut s'interroger déjà pourquoi le FBI allait regarder ce monsieur en particulier, parce qu'a priori, quand le FBI est en train d'enquêter, c'est qu'il y a déjà quelque chose. On n'a pas connaissance que n'importe qui ait regardé sur ses consultations Internet. Monsieur Haïdan, il travaillait avec Terje Rod Larsen. Il était collaborateur de ce diplomate norvégien qui, lui, est déjà mis en examen dans un cadre de complicité, de corruption aggravée. N'allez pas trop vite, pardon. Rod Larsen, arrêtons-nous à lui puisque vous l'introduisez. C'est un point très important, c'est-à-dire ce Rod Larsen, c'est un personnage. Alors c'est un personnage qui a joué un rôle important comme négociateur dans les accords d'Oslo. Il était très bien vu jusqu'à présent, et là on découvre que il est très mouillé avec Epstein. Oui, et avec sa compagne, enfin sa femme, Mona Joule, ils sont donc tous les deux mis en examen dans un cadre de complicité de corruption aggravée et corruption aggravée. Ils échangeaient beaucoup avec Epstein. Fabrice Haïdan facilitait. Moi, j'ai pu consulter évidemment les documents. On voit qu'il y a beaucoup d'échanges de mails, des rendez-vous, parfois des fournitures de RIB. Donc c'est ça qui va évidemment intéresser la justice, de suivre l'argent. Là, on voit à quel point on commence à comprendre vraiment la mécanique Haïdan, c'est-à-dire que c'est au fond grâce à la France ne pouvait pas le savoir, mais c'est la France qui met en contact Haïdan avec ce type qui va beaucoup compter dans le système Epstein. La France n'est pas responsable. Non, mais enfin, de fait, elle l'a délégué pour travailler auprès de lui. Il est censé la représenter et dignement, ce qu'il n'a pas réussi à faire, et qu'il est rentré dans ce réseau. Et non seulement cela, mais il a peut-être été, on n'a aucune preuve, mais en tout cas, Terry Rod Larsen, ça n'est pas n'importe qui. Terry Rod Larsen, c'est un des architectes de la paix d'Oslo. On l'a suivi, nous, comme journalistes, on l'a traqué, on le suivait dans les couloirs des hôtels. Et Terry Rod Larsen, ça n'est pas n'importe qui. Que Haïdan ait donné à Epstein des renseignements sur Terry Rod Larsen qui négociait la paix et qui lui-même se dit Epstein était proche de la CIA, sa compagne du Mossad. C'est quand même, avec tous les courriers qu'on a lus d'Ehud Barak et des échanges avec Epstein, c'est du trafic d'influence. Disons les choses, la Norvège, dans les classements de la corruption, la Norvège est très bien placée généralement. On va parler dans un instant du comité Nobel. Tous ces gens-là avaient une image parfaite à l'étranger. La Norvège, c'est sérieux, ils sont bien pensants, ils font les leçons au monde entier, et on découvre là beaucoup de pourriture. Oui, on a même vu un candidat potentiel à la présidence de la République en France tomber à cause d'une histoire de viol dans un hôtel new-yorkais. Donc effectivement, c'est stupéfiant quand on y réfléchit, mais au fond,
je suis encore surpris d'être surpris parce que on a tellement de cas comme ça où des gens se laissent corrompre, où des gens se laissent entraîner dans des perversions sexuelles mais à ce point-là, attendez, précisons bien, si vous permettez. On a affaire à un précisons système. Bien, ce Rod Larsen et Mona Yul, ils avaient donc Haïdan donne les mesures des pieds de Rod Larsen pour lui faire offrir par Epstein une paire de chaussures à ses initiales. Il utilise l'appartement d'Epstein à New York et à Paris. Je ne sais pas si on veut voir les images aussi de l'appartement d'Epstein. Et pour couronner le tout, sur son testament, avant de se suicider ou d'être suicidé, Epstein a légué 10 millions de dollars aux enfants de ce couple. Franchement, là... Mais oui, c'est fou. Mais c'est dingue. C'est que sur ce testament, il y a pourquoi il le faisait? Il avec 5 millions pour une douzaine de noms qui restent caviardés. Et donc la question, c'est pourquoi ces noms-là restent-ils caviardés? Est-ce que les membres de la Chambre, le républicain et le démocrate, vont demander à les voir et vont les révéler, puisque c'est ce qu'ils ont commencé à faire? Ça va faire trembler des personnes. Dans le cadre de cette chronologie qu'on est en train de suivre, l'autre question, et je l'évoquais de manière un peu implicite, pourquoi est-ce que M. Haïdan, quand il est renvoyé en France, ne fait-il pas l'objet d'une procédure disciplinaire au minimum, sinon le déclenchement de l'article 40 qui prévoit pour les autorités compétente, en l'occurrence celle du Quai, d'immédiatement saisir un procureur. Il poursuit sa carrière, il ira à la banque Rothschild, il ira ENJ. Et il reviendra aux États-Unis, même dans le cadre de cette carrière. Donc voilà, s'il n'y avait pas ces révélations, j'imagine qu'il aurait continué. Est-ce qu'il a quitté est-ce qu'il a quitté il a été remercié du Quai d'Orsay ou il est allé? Il a été derrière, il a été, me semble-t-il, mis à disposition. En fait, ce qu'on ne comprend pas, par exemple, ce qu'on ne comprend pas, par exemple, c'est pourquoi Epstein donne autant d'argent à ce Norvégien. L'influence. Pourquoi? Oui, mais quand même, on est à 10 millions. C'est le chiffre. 10 millions sur son testament. Il fait ça. Pourquoi il fait ça? Non mais. Enfin, moi, je ne sais pas. On n'a pas la réponse aujourd'hui. Le jour où on comprendra pourquoi il achète, pourquoi il donne cet argent, on comprendra des choses sur ce qui s'est passé. Il peut rien plus gagner. Hein. Oui, mais c'était quoi le lien? Je veux dire, c'est fou quand même de donner. Comme il a donné apparemment 5 millions à la fille de Jack Lang, qui a découvert ça, stupéfaite qu'elle recevait. Et la fille de Jack Lang a déclaré qu'elle pensait que c'est parce qu'il l'aimait bien. Oui, d'accord. C'est le minimum. Si vous donnez 5 millions à quelqu'un, c'est plutôt. Mais c'est incroyable. Lui-même, Epstein, c'est peut-être parce qu'il a grandi comme ça. Lui-même, il a reçu sa sublime maison, sa demeure à New York, en cadeau. Il l'a pas payé. Non, mais c'est un deal. Dans les services de renseignement, il y a eu probablement il y a un service qui a été rendu. Bien sûr. Pas contractuel, bien évidemment, mais ça valait 10 millions. Le gars, il a eu le renseignement qui valait. Parce que ce Norvégien mais c'est rien 10 millions pour un type qui est fabuleusement riche, qui a des appartements partout et qui a une flotte d'avions privés, etc. C'est rien du tout. Donc le problème, il a eu un renseignement, il a payé pour ça. Et parce que dans ce milieu-là, on est crédible. Le problème, autour de tout ça, en fait, c'est la compromission de ce diplomate. Parce qu'ils l'ont ils l'ont amené progressivement à trahir. C'est comme ça que ça se passe. C'est pas un compromat. On peut appeler ça comme on veut. Le gars, il est rentré dans le système. Il connaissait ses faiblesses. Ils ont commencé à le travailler au corps. Et au final, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti les papiers qui ne devaient pas sortir et il les a donnés aux services de renseignement. Lesquels, maintenant, pour l'interrogation. Ça, c'est une spéculation ou c'est une information? Non, c'est une spéculation. Oui. Mais c'est la seule qui relie le mot CIA, le mot FBI, le mot voilà, etc. En tout cas, il est avéré que le père de Madame Maxwell, Ghislaine Maxwell, travaillait pour le Mossad. D'abord, c'est un grand résistant, au passage anglais, grand résistant. Tout à fait. Et à la fin de sa carrière, effectivement. Voilà. Et bon, après, c'est son choix. Il a travaillé pour le Mossad. Si vous voyez son enterrement sur le mont des Oliviers, vous avez tout le Mossad, tout le Shin Bet, tout le monde est là. Et au Tabarak, tout le monde est là. Oui. Et le KGB. Rina. Il y a quand même quelque chose d'extrêmement triste parce que quand on regarde Terry Rod Larsen et Yuna Moll, quand même ce sont des personnes, vous avez bien évoqué, qui ont relancé les accords d'Oslo. Moi, je me souviens très bien de eux quand ils venaient au ministère des Affaires étrangères à Jérusalem, justement, avoir les contacts dans les années 84-95 pour continuer cette discussion. En fait, les accords de Oslo, c'était la mission de leur vie.
ils sont devenus des personnes qui ont apporté quelque chose de merveilleux au monde, même si après ça n'a pas marché. Mais à tel moment, il y avait un énorme espoir. Ils avaient bien l'argent aussi, visiblement. Un énorme espoir pour les Israéliens. Et là, on se demande, mais pourquoi ils ont besoin de cet argent après avoir arrivé à ça? Regardez l'image, l'accès de ces gens. Et là, on comprend effectivement petit à petit comment la pieuvre, les tentacules de la pieuvre Epstein se répandaient partout. Ça, c'est l'image historique à laquelle vous faites allusion, les accords d'Oslo. Le monde entier regardait ça avec une larme à l'œil. Voilà, où on voit la veuve de Rabin, Clinton, Barack, qui a eu beaucoup de contacts. Barack, Ce qui est intéressant dans cette photo, Darius, je suis en train de réfléchir, qui est apparu pour l'instant dans les dossiers Epstein. Et quand vous regardez cette photo et ce moment, Clinton y est, Ehud Barak y est, Vladimir Poutine, c'est intéressant, n'y est pas. Je reconnais pas la personne qui est à droite. Oui, il y est. Je crois que Epstein avait cherché à le rencontrer. Non, mais oui, il y est pas au même titre, j'allais dire, que Ehud Barak et Clinton, Barak qui sont pas en situation très avantageuse dans les fichiers Epstein. Et tout au bout de la file, alors il y a Shimon Peres, je crois, qui a ses lunettes, et Rod Larsen, ce Norvégien, qui a, avec beaucoup de servilité et de bassesse, donc accepté un certain nombre d'avantages, visiblement, si les faits sont vrais, d'Epstein. Ouais. Et ce qui abîme son lait qui est historique et qui est très très important, et c'est ce qu'on est en train de voir au travers de cette affaire qui donne le sentiment, et c'est ça aussi le caractère explosif et ultra nocif d'une élite mondiale qui bénéficie d'une impunité, qui s'affranchit de toutes les règles, qui se rend des services mutuels et qui n'est soumis à aucune des lois. Est-ce qu'on découvre ici une tartufferie qui existe dans un certain nombre de lieux? Pas tous, encore une fois, c'est pas le tous pourri, mais on donnait tout à l'heure l'exemple sur ce plateau. Moi, je me rappelle très bien, au moment des scandales de la mairie de Paris, l'équipe de Jacques Chirac qui disait à plusieurs journalistes, mais vous, je vous ai donné un appartement grâce à moi. Et la question, c'est... grâce à moi, vous avez eu un appartement dans le 6e, dans le 7e, c'est quand même pas mal. La question, c'est est-ce que ça perdure ou est-ce que c'est une époque qui est quelque part révolue et dont on est en train de faire l'autopsie? C'est ça aussi, outre la grande question qui est Jeffrey Epstein. Les fonds secrets, les renvois d'ascenseurs, et je rappelle, pour bien qu'on comprenne, il y a ceux qui étaient simplement fichus en contact avec Epstein, il y a ceux où c'est beaucoup plus grave, où c'est une histoire d'argent, et encore plus grave quand il y avait des histoires de criminels pédophiles. Donc il y a plusieurs degrés, il y a une gradation. Et les Américains se renvoient la balle là-dessus, à la fois les démocrates et les républicains, depuis des années. Vous posiez la question, est-ce que ça fait longtemps qu'on connaît ce dossier? Quand même, ça fait un moment que depuis les élections, les uns et les autres se renvoient la balle. Encore aujourd'hui, Pam Bondi a été interrogée là-dessus. On lui a demandé si elle regrettait, les victimes étaient présentes juste derrière elle, elles étaient une demi-douzaine, est-ce qu'elle regrettait la manière dont elle avait traité ce dossier? Elle n'a pas demandé pardon. Les victimes étaient toutes présentes avec un t-shirt où on voyait des inscriptions qui étaient caviardées pour montrer que finalement les noms des coupables n'avaient jamais été révélés. En revanche, pour certaines, leur nom à elles, avait été révélé, parfois même leur adresse. Et donc là, on comprend le scandale, c'est que dans ce dossier, pour l'instant, la seule personne qui est condamnée, qui est derrière les barreaux, c'est une femme au passage, c'est Ghislaine Maxwell, mais il n'y a pas un seul homme qui est condamné, qui est derrière le barreau, alors qu'on parle de dizaines, centaines, peut-être milliers de jeunes victimes qui auraient entre 12 et 16 ans à l'époque des faits, ce qui est dramatique. L'appartement d'Epstein, arrêtons-nous. Ça, de nouveau, ça nous ramène à Paris. Cet appartement avenue Foch, de 740 mètres carrés, tout ça avec des perquisitions, avec des caméras partout, parce que le piège, c'était ça, c'est-à-dire tout ce qui se passait dans ces appartements, même chose à New York. En fait, toujours une caméra. Dès 2019, il y a une instruction qui est ouverte ici à Paris pour des faits extrêmement graves, notamment de viol sur mineurs, d'association de malfaiteurs. Et de trafic, je crois, d'êtres humains, sur Jean-Luc Brunel, qui est une espèce d'agent qui se présente comme un agent de mannequin, qui sert entre autres pas seulement de rabatteur pour Jeffrey Epstein. Et c'est dans ce cadre-là que des policiers français perquisitionnent cet appartement et donc se saisissent à la fois de dossiers, mais aussi voient les photos qui sont sur les murs et qui laissent dire qu'on ne pouvait pas ignorer. Ces photos sont extrêmement explicites de femmes qui ont l'air très jeunes,
qui sont dénudées et qui font que quand vous rentrez dans l'écosystème Epstein, ça devient quand même très compliqué derrière de dire « je ne savais pas, je ne supposais rien ». Et sur le côté achetable, hélas, de tant de gens, beaucoup de ceux qui sont très proches, simplement, Epstein prêtait cet appartement aux gens qui arrivaient à Paris, plutôt qu'ils dépensent dans son avion, un véhicule, un voyage, des repas, comme on dit en anglais, il y a pas de repas gratuit, parce que vous devenez à la fois l'obligé et le complice de ce vers quoi. Enfin, il y a des degrés. Celui qui accepte 10 millions sur le testament de ses enfants, c'est évidemment un autre degré qu'un repas chez Flunch, quoi. C'est un système de mouiller tout le monde, C'est le système. Ça a été ça sa force. Il a fini par tomber, mais sa force, c'était de mouiller les politiques de gauche, de droite, de mouiller les artistes, de mouiller les hommes d'affaires, de mouiller tout le monde avec des cadeaux et avec. C'est pourquoi c'est ça que tu as. On n'en sait rien. Mais alors apparemment pour obtenir du renseignement. Donc ça c'est pas d'une part. Oui, on sait rien. Mais tout de même. Et peut-être sa perversion, simplement. Oui, et de faire de l'argent aussi. Parce que quand il y a du trafic sexuel, il peut y avoir aussi des échanges d'argent. De faire de l'argent. Mais un homme tel que Bill Gates, qui était et qui reste immensément riche, pourquoi avait-il besoin de se mouiller auprès des frères Epstein si lui-même dit, et apparemment il ne serait pas mouillé dans des affaires de trafic ou de corruption de mineurs. Alors, c'est pas certain, mais en tout cas, vous avez de Michael Jackson à Bill Gates, c'est quand même assez hallucinant. Mais il y a une des victimes, qui puisque racontait c'est le système de mouiller tout le monde, de dire je suis au centre de tout. Mais c'est peut-être simplement, sa perversion personnelle. N'oublions pas cet élément qui peut être, ça peut sembler fou, mais c'est peut-être simplement l'ampleur du réseau en France. S'il vous plaît, Cynthia, dites-nous un mot de ça, parce que alors il y a Haïdan. Évidemment, et il y a de façon générale, alors il y a une enquête au Quai d'Orsay, peut-être qu'on va entendre d'ailleurs Jean-Noël Barrot, parce que la France est très mesure ici qu'elle ne fera pas l'économie cette fois d'enquête de première importance, avec peut-être un effet domino très considérable. Cette fuite de mails par centaines de milliers et par millions est effarante. Et elle soulève des soupçons très sérieux, très graves. Des soupçons de violences sexuelles à l'encontre de femmes et de jeunes filles, des soupçons de malversation financière et des soupçons également de tentatives d'influence et peut-être d'interférence avec la vie politique de pays européens et peut-être même la vie politique française. Avec des informations que Epstein donnait parfois, ou faisait donner, parce qu'il y a ça, une circulation d'informations qui aurait dû rester confidentielle, information du secrétariat général de l'ONU, information du Quai d'Orsay peut-être. Oui, on se rend compte qu'en France, on n'a pas beaucoup d'éléments encore sur les victimes. On a demandé aujourd'hui à ce qu'elles se fassent connaître auprès des autorités, mais il faudrait qu'il y ait un système qui soit mis en place, une cellule spécifique, parce que j'imagine pas qu'une victime d'un réseau tel que celui-ci puisse aller au commissariat du coin en étant en toute confiance, alors qu'on voit que les victimes américaines, pour certaines, ont témoigné du fait qu'elles avaient été mises en danger. Certaines continuent à se faire appeler Jane Doe. Vous savez, aux États-Unis, on a le droit de témoigner et de pas donner son identité parce qu'elles ont été menacées. On sait que Virginia Giuffre, qui est l'une des principales plaignantes, qui est suicidée aussi il y a quelques mois et qui a sorti un ouvrage, explique qu'elle a subi, par exemple, des tortures d'un ancien Premier ministre dans le fameux Lolita Express, le Boeing 727, qui devait tourner pendant 1 heure au-dessus de New York et redescendre. Donc, vous voyez le type d'agression et de viol, de torture, elle les décrit très précisément. Ici, il y avait un appartement de 800 mètres carrés, il y avait une salle de massage et on sait que c'était comme ça que Jeffrey Epstein opérait, c'est-à-dire faire venir des jeunes filles et les mettre sous une emprise, dans un état de sidération pour qu'elles ne puissent pas réagir et sous prétexte de venir faire un massage, en fait, elles étaient violées. Donc on peut évidemment s'interroger sur qui est venu dans cet appartement, quelles sont les jeunes femmes victimes. On sait qu'il y avait quelques Françaises, par exemple Virginia Giuffre a mentionné à un moment 3 Françaises, mais elle mentionne aussi d'autres nationalités, des Brésiliennes, etc. Cynthia Hilous, vous parliez de Clinton et de Trump. Regardez les images et les déclarations. Chaque camp, alors les démocrates disent regardez, il y a davantage de républicains, et les républicains disent regardez, il y a davantage de démocrates. Chacun évidemment essaie plutôt de pousser la
la gravité de ces relations dans l'autre camp. D'abord, Ghislaine Maxwell demande la grâce en disant vous inquiétez pas, je vais garantir que les deux sont innocents. C'est quand même assez incroyable. Du côté des Trumpistes, eux allèguent le fait que Trump avait averti le chef de la police de Miami. Dites-moi, Moussa, qu'on comprenne bien, c'est-à-dire quel est leur argument qu'on est tous... Quand en 2005, Donald Trump, apprenant, et c'est comme ça que c'est rapporté, l'ouverture d'une enquête concernant Jeffrey Epstein, contacte donc les autorités en charge de cette enquête et leur dit c'est une très bonne chose. Sous-entendu, ce type est dangereux et fait des choses dangereuses. On sait que Donald Trump, la manière dont il gère entre guillemets l'affaire Epstein, c'est de dire ce type était un sale type, je l'ai un petit peu fréquenté, mais à partir du moment où il est venu dans mon club, notamment Mar-a-Lago, pour, entre guillemets, piquer des employés au féminin, je l'ai viré, je l'ai plus jamais revu. Et vous avez ce marqueur, et on va sans doute voir la frise chronologique s'afficher à l'écran, c'est 2008, le plaidé coupable, et donc souvent ce qui est demandé, c'est est-ce que vous avez fréquenté Jeffrey Epstein après 2008, après les 18 mois, soi-disant qu'il y a une sentence, enfin un verdict, qui est complètement disproportionné par rapport à la gravité des faits qui lui sont reprochés, et surtout la manière dont il passe ces 18 mois, j'allais dire, derrière les barreaux. Enfin, il passe plus de temps dans son jet et dans ses résidences que derrière les barreaux. Mais il y a un avant et un après aux yeux de beaucoup de personnes qui estiment que ça, vous ne pouvez pas l'ignorer. Vous trouvez cette information sur Internet. Oui, et quand on est un homme comme Trump ou autre, on sait dès 2005, qu'il était mouillé. Et par ailleurs, lorsqu'il a fait ces fameux 18 mois, ce qui est vraiment rien du tout de prison, eh bien, il avait le droit de sortir. C'est-à-dire, il sortait, il revenait dormir seulement. Mais il parle. Et quand il sortait, vous l'avez entendu. Prédateur sexuel de niveau 1, de 2, 3, il dit niveau 1. Niveau 1. C'est énorme. Non, c'est le plus bas niveau. Voilà. Il parle, ça qui est incroyable. Et on lui dit, vous avez bien compris quand est-ce que vous devez revenir? Il dit, oui, j'ai le droit de sortir à telle heure, je vais revenir à telle heure. Et quand il était en journée dans son appartement, il continuait à violer des mineurs. Et donc, c'est quand même hallucinant. Écoutez, Vance, puisque, évidemment, jusqu'au plus haut niveau, partout maintenant, puisque c'est aussi en France, tout le monde s'engage pour donner son avis sur le sujet. Vance, le vice-président des États-Unis. Si le peuple iranien veut renverser le régime, qu'il le fasse. C'est sur quoi nous nous concentrons actuellement. C'est le fait que l'Iran ne peut pas posséder l'arme nucléaire. C'est une des priorités du président Trump, encore plus que lors de son premier mandat. Voilà, et on enchaînera avec la déclaration, évidemment, c'est une confusion de déclaration, c'était sur l'Iran, mais Vance qui prend la défense, évidemment, aussi de Trump, face à lui, Clinton, parce que Clinton aussi a beaucoup fréquenté Epstein, beaucoup. Il y a beaucoup d'images, beaucoup de témoignages. Il y a une image notamment de Bill Clinton, torse nu dans un jacuzzi, sur la fameuse île, et puis il y a d'autres images qui ont circulé, notamment dans un hall d'aéroport, mais dont on sent que c'est un espace plutôt privé, où il est avec une jeune femme et avec Jeffrey Epstein. Donc il y a effectivement cet affrontement interposé, même si, je le redis, à la Chambre, les deux personnages qui poussent pour que toute la lumière soit faite sont un démocrate et un républicain, parce que cette affaire, pour reprendre le verbe employé par Monsieur Merchet, elle mouille tout le monde très au-delà des lignes partisanes. La personne qui sait tout, ou peut-être presque tout, c'est Ghislaine Maxwell. Regardez, là, et on va voir l'image où elle était dans sa prison. Je crois qu'elle a changé de prison. Elle a été changée de prison entre-temps. C'est bien ça, Cynthia? Oui, elle était dans une prison de haute sécurité, et puis finalement, elle a un peu négocié, elle aussi, ce que les victimes appellent un deuxième sweetheart deal, c'est-à-dire d'avoir des conditions qui soient plus favorables. Donc on voit, elle n'est pas attachée. Et elle a obtenu ça après la visite de Todd Blanche, donc qui est l'ancien avocat de Donald Trump dans le cadre des procédures dont il a fait l'objet. Et Todd Blanche, qui est très inhabituel, le numéro 2 du département de la justice, qui va la voir. Pourquoi? Quelle conversation? Qu'est-ce qui s'y dit? Et derrière, elle est transférée. Je vais pas vous dire que c'est un endroit... un palace. Mais où elle a, et c'est décrit par le menu, vous l'imaginez bien dans la presse américaine, accès
quand même à un environnement qui est nettement plus agréable qu'une prison de haute sécurité. Et les victimes sont furieuses, par exemple. Elle est filmée 24 heures sur 24. Et la lumière 24 heures sur 24. Pour éviter qu'elle ne se suicide. Et elle compte sur la grâce. On va l'entendre. La grâce présidentielle, ça compte. Il faut rappeler que Trump a beaucoup pratiqué la grâce présidentielle. Biden a aussi pratiqué la grâce, même sur son propre fils, alors qu'il avait promis le contraire. Donc tous les deux, en la matière, sont assez larges, disons, en termes de principes. Et écoutez Ghislaine Maxwell qui compte là-dessus. Si cette commission et le public américain veulent réellement entendre la vérité sans filtre sur ce qui s'est passé, il existe une voie simple. Madame Maxwell est prête à parler honnêtement si elle obtient une grâce du président Trump. Elle seule peut fournir un récit complet. Et certains n'aimeront peut-être pas ce qu'ils entendront, mais la vérité compte. Le président Trump et le président Clinton sont innocents. Seule Madame Maxwell peut expliquer pourquoi. Et l'opinion publique a le droit à une explication. La scène est incroyable. C'est pas les mœurs, disons, juridiques françaises. Mais enfin, aux États-Unis, c'est assez courant. Pas la grâce, le deal, disons. Et deux choses. La première, c'est cet atroce pacte faustien qui en dit long sur la personnalité de cette femme, qui dit, écoutez, le prix de la vérité, et Madame Ilouz en parlait, pour toutes ces victimes, parce qu'elles finissent par devenir une note de bas de page. On les oublie dans cette atroce histoire et ces personnalités, ces espèces d'albums Panini de toutes les crapules de la terre entière, en Europe, aux États-Unis, etc. Au passage, il y a des continents qui sont épargnés, et ça, c'est aussi une information et c'est intéressant, pour le moment en tous les cas. Deuxième chose, c'est que, effectivement, Ghislaine Maxwell, aujourd'hui, est la seule personne derrière les barreaux, et elle est très probablement détentrice d'énormément d'informations et de vérité qu'elle elle vient de l'expliciter, monnayer un prix d'or. Parce qu'elle se connaissait les noms de ceux qui étaient les coupables, parce que les victimes, elles racontent qu'en fait, elles n'avaient pas, lorsqu'elles avaient des relations sexuelles forcées avec ces hommes, ces milliardaires, etc., elles ne savaient pas qui ils étaient. Elles ont pu l'apprendre quelques mois, quelques années après, en voyant des photos, en comprenant, en essayant de recouper. On n'oublie pas que ce sont des jeunes femmes. Ghislaine Maxwell, elle savait très bien ce qu'elle faisait. Et d'ailleurs, pour aller un peu dans le sens de il y aurait eu des compromates, etc. On leur demandait parfois aux victimes d'aller avoir des relations sexuelles après un massage. Mais alors, par exemple, il y avait une histoire avec un couple. C'est-à-dire qu'au départ, il fallait faire un massage à un couple, à un monsieur et à une dame. Madame était enceinte, elle allait se coucher. Et ensuite, on lui expliquait qu'il fallait qu'elle fasse comme elle faisait avec Jeffrey Epstein, ce qui était indiqué dans l'ouvrage de Virginia Roberts. Donc, on comprend que là, on essaye de le coincer, en fait. Quelle est l'implication possible des services ? Vous avez cité la CIA, vous avez cité le Mossad, beaucoup citent aussi le KGB. Le compromat est une vieille affaire du KGB. Il faut rappeler d'ailleurs que Poutine lui-même, et c'est pas un secret, il a commencé ça au FSB de façon importante avec ce genre de pratique, mais tous les services le font. Évidemment, pour les services, c'était une mine extraordinaire. Les dossiers sur tout le monde. Ce qui pourrait militer en faveur du KGB, c'est quoi ? C'est le fait que les services de renseignement, le FBI, aient enquêté sur l'affaire de la compromission du diplomate français. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là-dedans ? Que si le système était coordonné par la CIA, ils auraient communiqué avec le FBI en disant, voilà, laissez tomber, on gère ça, c'est notre affaire. Donc là, il y a comme des choses extrêmement étranges, et c'est d'un très haut niveau, parce que, encore une fois, ce genre d'opération, c'est pas rien. Je veux dire, c'est pas, parce que moi, je pense que le côté pédophile, riche de Epstein, bien évidemment, mais c'est une machine de guerre. La CIA est forcément au courant, sachant que la CIA a un nombre d'informations numériques sur le monde entier. Ce qu'a publié là la justice américaine, la CIA l'avait depuis très très longtemps, évidemment. Elle avait accès à tout ça, comme elle le voulait. Depuis le jour où cette gamine qui est sortie de son école est allée rentrer chez sa maman, qui a trouvé $300 dans sa poche. C'est comme ça que l'histoire a commencé. Et la maman lui a très normalement dit, mais d'où tu tiens tout cet argent ? Et elle a appelé la police, et puis c'est parti de là. Bien sûr que la CIA savait, mais Donald Trump savait, beaucoup de monde savait. Donc la CIA savait. Je recommande pour ceux qui ne l'ont pas lu le livre fantastique de Marc Duguin. Comment s'appelle-t-il, le patron de la CIA des années Edgar. C'est Edgar, Oui. Edgar J. Hoover. Voilà, c'est le FBI. Vous avez raison, c'est le FBI. Quoi qu'il en soit, ces services-là, évidemment, ils avaient un degré de connaissance évidemment des crimes. Et pas seulement, du réseau d'Epstein aussi. Mais pas seulement, c'est-à-dire qu'on peut parler de la CIA, on peut parler du Mossad, on peut parler du FSB, on peut aussi parler des services français.
Monsieur Epstein avait un appartement ici même, avenue Foch, dans lequel il se rendait très régulièrement. Et c'est pour ça qu'on peut parler d'une bombe à fragmentation avec des sous-munitions qui n'ont pas fini d'exploser. Il y aura sans doute d'autres noms français qui vont circuler, qui seront cités. Et pareillement, sans doute, dans d'autres pays, avec toujours la même question. Pour qui travaillait-il? À quelle fin? Comment est-ce que ça peut être instrumentalisé? Et pourquoi, encore une fois, faisait-il tout cela? Est-ce qu'il est simplement en train d'assouvir une espèce de fantasme de puissance, de domination? Et ça, c'est pas mutuellement exclusif avec d'autres hypothèses que sont l'influence, l'espionnage et le gain financier personnel. On parle quand même d'une fortune qui est estimée à 500 millions de dollars, alors qu'il part de rien. C'est un professeur de mathématiques. Raté. Voilà, oui. Raté. Il est renvoyé. Prof de piano, prof de mathématiques, viré. Il rentre à Bear Stearns, qui est une grande banque américaine. Il donne des cours privés au fils du patron de cette banque. Et il est pris la main dans le sac. Déjà, ça se passe pas bien dans cette banque. Ensuite, il part dans un autre, je crois, un fonds d'investissement. Il finit par devenir également conseiller financier de Leslie Wexner, le patron de Victoria's Secret, qui lui confie littéralement les clés de sa fortune, qui pareillement se compte en dizaines voire centaines de millions de dollars. C'est une espèce d'ascension qui mêle la crapulerie, la triche, la fraude. Et ça n'est pas fini. Regardez la suite de l'histoire. C'est peut-être l'épisode le plus inouï des découvertes du jour. Il faut saluer le travail d'ailleurs de nos confrères. Il y a beaucoup de rédactions qui ont extrêmement bien travaillé. Je voyais Marianne, Radio France, Mediapart, qui ont donné beaucoup d'informations, notamment sur ce personnage Thorbjørn Jagland. Il n'est pas connu du grand public en France, mais c'est un personnage très important. Il avait tout pour lui. Ancien ministre de Norvège, ancien secrétaire général du Conseil de l'Europe, très belle carrière de travailliste. Je crois que son père était soudeur, il est monté très haut, il était à l'Internationale socialiste. C'est un modèle, disons, un peu de la bien-pensance, si on veut, européenne, très pro-européen, très défenseur de l'Europe. Il a fait en sorte d'ailleurs que l'Union européenne ait le prix Nobel. Et ancien président du comité Nobel entre 2009 et 2015. Et alors, il est mouillé à un point qui est assez terrifiant pour lui. Il avait sollicité même une garantie d'Epstein pour l'achat d'un appartement. Il avait, avec sa famille, prévu d'aller voyager sur l'île dont vous venez de parler. Pour le prix Nobel, c'est terrifiant. C'est quand même les gens qui étaient chargés d'être la plus haute instance, institution morale. Alors, on est très loin. Intouchable, normalement. Et en fait, ils en allaient jusque-là, dans le plat de lentilles, et sans aucune... Parce que le problème de tout ça, c'est que ces gens-là, ils savent très bien qu'on va finir par le savoir. Vous croyez? Oh non, parce que s'il n'y avait pas eu les... Malheureusement, il y a un sentiment d'impunité, mais ils savent qu'il y a quand même une épée de Damoclès. Ils le savent. Moi, j'ai eu l'occasion quand même de voir toute une série de choses. Ils le savent. Le problème, c'est qu'en fait, ils peuvent pas s'en empêcher. En fait, ils ont été pris dans un système, et Epstein, au milieu de tout ça, c'est quand même le diable, et c'est lui qui anime tout ça, ce sont des marionnettes, et qu'est-ce qu'il obtient? Des renseignements, et grâce à ça, il a de plus en plus d'argent, et d'influence, et de pouvoir, comme le dit. Mais le président du Nobel, c'est le vendredi que tombe le Nobel d'habitude. Moi, je me rappelle dans toutes les rédactions du Monde, le vendredi, on attend avec impatience de voir qui va comment. On l'a fait cette année. On l'a fait cette année, et en réalité, derrière ça, il y avait ce type qui demandait une garantie d'Epstein pour l'achat de son appartement. Enfin, c'est vraiment là, on descend extrêmement bas. Pain béni pour absolument tous les complotistes du monde. Je veux dire, c'est le cadeau. Voilà, c'est. Ils peuvent avoir raison dans certains domaines. C'est le Père Noël. Bien sûr, c'est le Père Noël tous les jours pour les. C'est un complot. C'est la définition même du. Comment maintenant on va pouvoir dire c'est un peu plus compliqué que ça. Toutes ces choses-là et ces personnalités et ces mythes sont abîmés. On a le sentiment, et ça fait partie de l'époque qu'on commente et qu'on subit, de l'impérieuse nécessité d'une refondation, de ce qui nous a apporté, je ne sais pas qui je mets dans ce nous, mais espoir, sérénité, régulation de la vie des nations, en regardant l'absolue étendue de cette affaire, sa gravité et son ampleur. Je me suis dit, tout le monde va rigoler, et tout le monde aura raison de rigoler, parce que l'idée est ridicule, mais je la mets quand même sur la table, la nécessité d'établir un tribunal ad hoc, une juridiction internationale qui se penche, parce que le temps de la justice n'est pas celui des médias, ni de la politique, sur cette affaire, sur un continent peut-être épargné, afin d'essayer d'accroître les chances que cette juridiction soit véritablement indépendante et qu'elle, saisisse, parcourt, enquête et qu'elle nomme les choses encore une fois pour ces victimes qui se comptent par centaines et
aucune d'entre elles, pour l'instant, n'a le droit à ce que chaque victime recherche afin de pouvoir tourner la page par rapport au polytraumatisme qu'elles ont subi. C'est la justice, que les coupables soient désignés et condamnés. Ceux qui savaient, qui n'ont pas dit, quel est l'usage qu'ils avaient? Si, alors on dit la CIA, le KGB, le Mossad, mais aussi au-delà de ça, il y a un certain nombre de gens qui connaissaient une part de ce que vous appelez un complot au sens large. Hein, bien sûr, c'est la définition du complot. Voilà. Oui, je veux dire, vous avez une personne qui organise un réseau, qui est un réseau qui mêle le trafic, la traite d'êtres humains, qui les soumet, mineurs souvent, qui accumule des richesses, qui trafique l'influence. Quel est le terme qu'a employé le ministre français des Affaires étrangères, qui fait très attention au micro de RTL, ce qu'il dit? Interférence. Ça veut dire quoi? Ingérence. Quand vous voyez Peter Mandelson, qui est une espèce d'éminence grise ultra important du Parti travailliste, qui démissionne comme ça, d'ailleurs ça devrait nous inspirer côté français, parce que lui aurait livré à Jeffrey Epstein des informations sur des plans de relance au Boyau qui se chiffrent en centaines de milliards à des personnes qui peuvent les instrumentaliser à des fins de gains financiers ou de manipulation autres. Je veux dire, là on est sur des niveaux d'ingérence et d'interférence qui nécessitent quand même une prise en charge sérieuse. Il y a aussi la question des victimes, parce que d'une certaine façon, Epstein, quand il s'est suicidé, il a volé aussi ça. Oui. Il a volé aussi aux victimes le droit, justement, de demander, et de lui, d'exiger qu'il demande pardon. Donc, lui, il s'est suicidé, et Ghislaine Maxwell est en train, peut-être, de conclure un accord. Donc, il n'y aura pas, normalement, s'il y aura un accord, il n'y aura pas pardon de sa part. Donc, qui va demander pardon à tous ces jeunes femmes qui ont subi toutes ces tortures, les viols? Sur la comédie humaine, la comédie du pouvoir, vous avez été un des mieux placés, colonel Perdegnan, vous avez été auprès de Mitterrand, auprès de Chirac, dans le fonctionnement courtisan qui fait qu'un type comme ça il a beaucoup négocié. Il y a plein d'emails où il dit « je pourrais t'aider, je pourrais vous aider à approcher tel chef d'État, tel chef de gouvernement, vous pourrez avoir des contacts à l'Élysée, vous pourrez des contacts à la Maison-Blanche, vous pourrez avoir, etc. » Et souvent, évidemment, à l'insu des intéressés, mais il leur dit « voilà, je connais un tel et un tel qui pourra vous faire entrer. » C'est habituel. Hein. Enfin, encore une fois, c'est une manière d'avoir de l'influence, et les services de renseignement le font. Un coup les Américains, un coup les Chinois, un coup les Russes. Donc ça, c'est un sport national. Le problème de tout ça, c'est la mécanique de corruption, je dirais, morale des gens qui donnent des renseignements. On peut trahir son pays, à ce moment on finit avec 12 balles dans la peau, on n'est pas obligé d'être pédophile. Il y a une marge incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, Epstein, il tenait tout le monde. Il tenait par l'argent, bien évidemment, il parlait par les 10 millions de dollars, par la pédophilie, etc. Donc il y avait un environnement complètement incroyable. C'est pour ça que cette machine, là je suis d'accord avec Gallagher, c'est tellement incroyable qu'évidemment il va falloir trouver une solution, mettre bien ça à plat, faire une véritable enquête. Parce que je pense que les ramifications de ce qui se passe actuellement, elles touchent, je pense, tous les pays riches, tous les pays civilisés. Enfin, il y aura un effet domino. Rappelez-vous l'affaire Madoff. Et l'affaire Madoff, ça ne concernait que l'histoire d'argent. Donc là, c'est beaucoup plus grand. Mais où petit à petit, jour après jour, on a appris, tiens, un tel s'est suicidé, un autre, et un autre, un tel. Très bon article du Figaro aujourd'hui. Mais c'est Figaro, je donne un très bon article là-dessus, et qui dit très bien que cette opération-là, c'est Madoff, plus. Enfin, c'est tout ce qui s'est passé dans le monde entier depuis une trentaine d'années. Ouais. Et lui, en fait, c'est le produit final d'une espèce de corruption définitive. Et malheureusement, qui marque peut-être, et là je rejoins Jean-Dominique, une espèce de dégradation générale de notre système occidental, qui n'a pas su gérer ce genre d'opération, qui n'a pas su les contrôler. On voit bien que le ministre des Affaires étrangères français. C'est pire que ça. Ouais. Notre système a produit ça. C'est pas qu'il n'a pas su le gérer. C'est qu'il a produit. L'affaire Epstein, et c'est ça qui est extrêmement, j'allais dire, troublant, dangereux, mais qu'il faut regarder droit dans les yeux, c'est que c'est un produit du système. C'est pas un accident du système, c'est pas marginal par rapport au système, c'est matriciel, c'est central. J'ai regardé les toiles qu'il est capable de tisser, les différents écosystèmes qui se retrouvent autour de sa table, la culture, la pensée, qu'elle soit réactionnaire ou de gauche, la politique, effectivement, la culture, donc le cinéma, la musique, la finance, la géopolitique. Et tout ce monde-là se croise sur lui dans une espèce d'ambiance d'impunité où on s'affranchit de beaucoup de règles. On cherche les uns, peut-être de l'influence, les autres, du sexe, les autres, simplement de se sentir en France, on a connu ça, pas à ce niveau-là. Ouais. Et Takedine, beaucoup d'hommes politiques ont été pris en photo
dans la piscine. Bon, ils ont eu des tonnes d'ennuis. On voit bien qu'en fait, c'est une mécanique humaine, malheureusement, de la faiblesse humaine. Et lui, il allait quand même très très loin. Merci beaucoup à vous sur ce plateau. Merci beaucoup, Cynthia, de nous avoir rejoints. Merci en particulier à Mélina Zapotini, notre chef d'édition ce soir. La dernière. C'est pas tout à fait la dernière, c'est presque la dernière, je crois. Et merci évidemment à vous de nous avoir suivis. Et l'information continue sur LCI. Merci.